Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ni mère ni moins, le podcast qui donne la parole aux femmes qui n'ont pas eu d'enfants, par choix ou par les circonstances de la vie. Aujourd'hui, je reçois Marlène. Elle nous raconte son parcours vers la non-maternité, de ses relations amoureuses à sa décision de stérilisation volontaire. On discute de santé physique et psychologique, le déroulement de l'opération. Marlène me parle aussi de son engagement pour l'égalité et sa quête d'alignement avec ses valeurs. Et autant l'une que l'autre, on parle vraiment sans tabou. Comme l'épisode est un peu long, j'écris quelques chapitres que je vous ai mis dans la description. Bonne écoute! Donc merci d'être venu témoigner. Du coup, est-ce que tu as déjà un peu réfléchi à comment tu veux raconter cette histoire? Enfin, tu m'as déjà fait une petite introduction. Moi, c'est vrai que je trouve peut-être intéressant, c'est que moi, ce non-désir d'enfant, il a pas toujours été là. En fait, moi, je me suis mariée assez jeune entre guillemets. Je me suis mis avec mon ex-mari quand j'avais 16 ans. Et j'ai grandi dans un environnement où il y avait des enfants dans toutes les familles, etc. Et du coup, moi, j'ai grandi avec ce schéma-là. Et donc, vu que j'ai grandi avec ce schéma-là, je me suis pas posé la question. Et quand je me suis mariée, c'était la suite logique. On voulait 3 enfants, etc., quoi. Et il y a eu un moment où j'ai découvert avec les réseaux sociaux que c'était possible de faire différemment. Et puis, c'est là qu'il y a eu ces premiers questionnements. Donc, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de commencer par cette période-là. Et puis après, d'expliquer un peu ce qui m'a fait me poser des questions. Et puis la suite, vu que moi en plus j'ai été opérée, etc., peut-être que ça peut être... Donc ouais, moi effectivement, je me suis mise en couple quand j'avais 16 ans avec quelqu'un qui avait 5 ans de plus que moi. On est restés pendant 10 ans ensemble et on s'est mariés, on avait ces projets d'enfants, on en voulait 2 à nous, on voulait en adopter un, etc. Et c'est vrai que du coup, comme j'ai grandi dans un environnement familial où tout le monde avait des enfants, et puis j'ai une cousine qui avait un peu de mal à trouver un conjoint, etc. Et puis c'était un peu celle qu'on moquait parce qu'elle arrivait pas à trouver quelqu'un, que on l'imaginait déjà vieille fille avec ses chats, et puis c'était un peu le stéréotype, et puis c'était pas forcément très bien vu. Donc moi j'ai grandi avec cet environnement-là, ces schémas-là. Et c'est vrai que quand j'étais en couple, pour moi, c'était effectivement la suite logique. On se marie, on a des enfants. J'ai jamais remis ça en question, en fait. Et le fait est qu'on s'est séparés, on a divorcé. Je me suis remise avec quelqu'un d'autre. Et les réseaux sociaux sont arrivés, donc moi, je commençais à m'intéresser un peu à tous les sujets qui gravitent autour du féminisme. Et j'ai découvert le compte Je ne veux pas d'enfant. Par hasard, je pense, peut-être dans les suggestions par rapport à l'algorithme et tout. Et j'ai découvert, du coup, cette personne qui disait ouvertement qu'elle ne voulait pas d'enfant. Elle expliquait plein de choses autour de ça qui étaient super intéressantes, que c'était pas forcément quelque chose, enfin, ce désir d'enfant n'était pas présent chez tout le monde, et qu'elle invitait justement les gens à se poser la question. Est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant, ou est-ce que c'est ma famille, l'impact de la société qui, en gros, te dit c'est le schéma, je sais pas comment dire, mais c'est la société nous dit que une femme doit être mère, en gros, quoi. Instaure ça comme la normalité. La normalité, en fait, ouais. Et du coup, ça a commencé vraiment à me questionner, et on était dans une phase avec mon ex-conjoint. Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, on avait bientôt la trentaine, donc c'est forcément un sujet qui vient un peu sur la table. Et puis c'est moi qui ai amené cette conversation en disant écoute, moi je crois que je veux pas d'enfant, et je pense que c'est important qu'on ait cette conversation, parce que si toi t'en veux, moi je vais pas revenir sur ma décision. Et je veux pas te priver de ça si c'est quelque chose dont tu as envie. Si tu veux des enfants, en fait, on s'arrête là. Et lui, était pas forcément très sûr. Et puis, on s'est laissé un peu de temps de réflexion. Et finalement, il m'a dit qu'il en voulait pas. Donc, on était vraiment au clair par rapport à ce sujet. Et moi, ça faisait plusieurs années que j'avais des grosses douleurs parce que j'avais un stérilet. Et j'avais des monstres douleurs au bas-ventre et tout. Stérilet au cuivre? Ouais, au cuivre. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de reprendre la pilule, c'est bon. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur les démarches pour me faire opérer. Alors quand j'ai commencé à en parler dans ma famille, c'était un peu délicat, parce que surtout mes parents se demandaient pourquoi est-ce que je prenais une décision aussi radicale. Ils voulaient que je me laisse la possibilité d'éventuellement changer d'avis, parce que pour eux j'étais encore jeune, etc. Et c'est là qu'on voit aussi que, en tout cas à l'époque c'était en France, mais
la difficulté que ça peut être de vouloir faire cette démarche quand t'as pas encore eu d'enfant. Heureusement ou malheureusement, il y a des femmes qui sont passées par ces étapes avant et puis elles ont eu la super bonne idée de partager en fait les contacts des personnes qui acceptent de t'opérer si t'as pas eu d'enfant ou de t'opérer si t'as déjà eu un enfant ou 2 enfants. C'est eux qui te donnent leurs critères, alors qu'en soi c'est un droit. Hein. Ouais, c'est un droit dès que c'est quoi? C'est la majorité Oui. qui fait foi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Mais dans la réalité, les médecins te donnent le droit de poser leurs critères, poser leurs etc. critères, ouais, exactement. Et du coup, par chance, il y avait un chirurgien pas loin de chez moi, à 1 heure de chez moi, qui acceptait d'opérer, toutes celles qui le désiraient, quoi. Et donc j'ai pris rendez-vous et j'y suis allée avec mon argumentaire. J'avais préparé mon truc parce que je me suis dit: «Il va sûrement me questionner et tout». En fait, je suis arrivée, il m'a dit: «Bon, vous avez fait 1 heure de route pour venir jusqu'à chez moi. J'ai pas besoin de vous demander, pourquoi». Il dit: «Vous voulez que je vous opère?» Il a dit, il m'a posé la question et puis j'ai dit: «Oui». Il dit: «Vous êtes sûre de vous?» «Oui». En 15 minutes, c'était réglé, quoi. Il y avait, je sais plus, c'était 2 ou 3 mois de délai de réflexion et puis après, je me suis fait opérer, quoi. Donc t'as pas eu d'entretien entre deux Non, il m'a dit: «Je suis dispo si vous avez des questions». Il m'a tout expliqué, le fait qu'il y avait pas de conséquences non plus sur, tu vois, le cycle au niveau hormonal et cetera. Comme on touche pas aux ovaires, ça a pas d'impact et puis c'était tout. Donc Mmh. j'étais là: «OK, bon». Je m'attendais à devoir, faire, une, dissertation sur, le pourquoi du comment et en fait, il a été hyper ouvert. Donc ça, c'était, vraiment, c'était cool et puis, le fait est que pendant cette opération, ils ont découvert que j'avais de l'endométriose Ah! Ouais, et parce que que tu pas c'était été contrôlée, En fait, c'est mmh, c'est assez mal détecté ça, hein, oui, il me semble. oui. Ouais. On en parle de plus en plus maintenant et les médecins gynécos et cetera, commencent à essayer d'aller un petit peu plus loin dans les examens et cetera quand, il y a des femmes qui, ont des règles ultra douloureuses ou d'autres symptômes et cetera. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, je pense qu'il y a des femmes qui sont restées avec, ce genre de symptômes, où on leur a dit: «C'est bon, c'est dans votre tête et puis, c'est normal de souffrir quand on a ses règles», alors que c'est pas le cas. Donc moi, les lésions, elles ont été brûlées pendant l'opération et depuis, c'est dormant, on va dire, Mmh. donc ça va. Bon, tant mieux du coup si Oui. ça a permis de Oui, ça. oui, pourvu que ça dure, parce que c'est vrai Ouais. qu'il y a des femmes pour qui c'est hyper handicapant au quotidien, cette Mmh. maladie. Parce que ça crée des monstres douleurs et puis Ça te rend malade, quoi, en ouais, c'est fait, ça. ouais. Puis ça t'empêche de faire plein de choses, du coup. Ouais. Donc voilà et puis, après, avec, la personne avec qui j'étais, on s'est aussi, séparés et là, du coup, maintenant, je suis avec quelqu'un ici, en Suisse et puis, quand on s'est rencontrés, pareil, on a passé 30 ans, c'est forcément la question aussi qui vient, sur le tapis, quoi. C'est de se dire, voilà: «Est-ce que tu veux des enfants ou pas?» parce que, on cherche aussi à optimiser son temps et son énergie, de se dire: «On va pas, passer, 3 ans ensemble pour finalement se dire: "OK, en fait, toi tu veux pas d'enfant, moi j'en veux, on s'arrête là", quoi». Ouais, donc la question elle est venue assez tôt, Oui, ouais. ouais et lui n'en voulait pas non plus. Donc c'est un sujet qu'on a assez vite, réglé, quoi. Et c'est vrai qu'après, moi dans ma famille, ça a été très bien accepté. Quand je l'ai dit, quand je me suis fait opérer, l'opération ça a été une grosse étape, je pense, pour mes parents. Ils Tu avaient as toujours vu tes parents, dans cette période où tu as pris rendez-vous, après tu as eu les 3 mois de réflexion? Est-ce que on tu s les as vus, vous avez discuté, ils ont un peu commencé à comprendre, changer d'avis ou bien c'était toujours assez froid, ils ont pas trop mmh. compris au début? Au début, ouais, ils comprenaient pas pourquoi je prenais une décision aussi radicale. Après, moi, je vivais, à 3 heures de chez mes parents à l'époque, donc je les voyais pas non plus hyper, régulièrement, mais je les tenais au courant un petit peu des étapes et cetera. Et voilà, je pense qu'ils ont vu que c'était quelque chose qui était réfléchi. De toute façon, ils me connaissent, je suis pas une personne qui est impulsive, qui prend des décisions, comme ça sur un coup de tête, je me prends le temps et quand la décision elle est prise, c'est que pour moi, j'estime que c'est la bonne. Donc voilà, pour eux, l'essentiel, c'était que ce soit ce que je veux, en fait. Même si, j'ai senti quand même, ouais, plus, je pense du côté de ma mère, peut-être une déception parce que je pense que quand tu as une fille, tu t'imagines et tu te projettes aussi devenir, grand-mère, d'accompagner peut-être ta fille pendant une grossesse et cetera. Il y a peut-être j'en sais rien du coup, comme j'ai pas d'enfant, je sais Mmh. pas, mais peut-être qu'il y a de ça et j'ai un frère, il a eu un enfant, donc ils ont eu un petit enfant, et puis, Ah, j'allais te poser la question si tu avais des frères et sœurs, ouais, j'ai un plus frère jeunes ou qui est plus âgé. plus âgés? Il a 3 ans de plus et donc lui, il vit toujours dans la région près de chez mes parents, donc il profite bien du petit et cetera. Ah donc Donc c'est ils cool. sont pas mal en contact avec, leur Oui, petit enfant? il le voit, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, donc Ouais.
Donc ça, c'est chouette. C'est sûr que c'est encore, je pense, plus difficile à vivre quand tu prends cette décision et que, en fait, par exemple, si mon frère n'avait pas voulu d'enfant, mes parents, je pense que pour eux, ça aurait été quand même dur. Parce que pareil, je pense qu'il y a eu cette projection d'un jour devenir grands-parents. Et bon, après, c'est des suppositions, hein. Je dis ça comme ça, mais je suis contente qu'ils aient eu en tout cas cette possibilité avec le petit de mon frère, quoi. Mais du coup, après, ils l'ont accepté. Ils étaient là le jour de l'opération. C'est eux qui m'ont accompagnée à l'hôpital, et Ah cetera. cool, ouais, Donc ils étaient présents quand oui. même. Ouais. Mais je vois encore quand l'ascenseur s'est fermé et que je montais dans le service, leur regard, tu sais, plein de on espère qu'elle est sûre d'elle, et cetera. Je pense qu'ils avaient cette peur du regret, en fait. Mais voilà, depuis, c'est plus un sujet, on n'en parle plus. Enfin, ma famille est au courant, et cetera. Donc en fait, il y a plus vraiment personne qui me pose de questions par rapport à ça. Ouais. Puis tes amis aussi, est-ce que t'en avais parlé? Eux, ils avaient pris comment la chose? Ça a été plus ou moins compris par les amis. Il y en a pour qui c'était inconcevable d'imaginer sa vie sans enfant. C'est genre «Mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras vieille?» et cetera. Je dis: «Mais on fait pas des enfants pour avoir des gens qui sont là pour s'occuper de nous quand on est vieux, quoi. Enfin, Ouais. c'est pas l'objectif». Et puis j'avais effectivement un couple d'amis qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, qui avaient déjà 2 enfants. Et je me souviens, on avait fait une soirée et puis ils étaient venus avec leur nouveau-né. Et puis on parle de ça, où je dis: «Non, bah nous on veut pas d'enfants, et cetera». Et puis ils prennent le bébé et puis ils me le mettent dans les bras. Pourquoi? Et ils me disent: «Mais comment tu peux résister à ça?» Et j'étais là, mais même moi, les nouveau-nés, j'ai peur de les casser, tu vois? Je suis pas du tout à l'aise, Ouais, moi aussi, pareil. et du coup, j'étais là: «Ah, mais je sais pas quoi en faire». Et du coup, j'ai dit: «Mais non, en fait», je dis: «C'est pas que j'aime pas les enfants, c'est j'ai il y a plein de petits dans ma famille, je joue avec, volontiers, et cetera». Mais en fait, ça a été dur aussi de mettre des mots là-dessus parce que je savais pas le pourquoi du comment, et moi, j'ai besoin de comprendre les choses. Et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui fait que j'en veux pas, en fait?» Et je me suis rendu compte que c'est quand je vois les parents autour de moi, et cetera, je me projette pas du tout dans ce rôle-là. En fait, ça m'intéresse pas. Alors, il y en a qui prennent super mal quand je dis que ça m'intéresse pas, d'être mère, mais j'ai pas envie d'avoir cette responsabilité-là. Et en fait, ça me suffit d'avoir des enfants dans ma famille, de jouer un peu avec eux. Et même si, il y a des fois où je vais être motivée et puis je vais jouer, et puis je peux très bien aussi avoir mon filleul qui est dans la pièce et préférer rester à table avec les adultes pour discuter. Et ça, des fois, ça peut ne pas être compris, mais en fait, le besoin à l'instant T, il est plus de partager des moments entre adultes que partager un moment, même si c'est mon filleul et que je l'adore. Mais il y a des fois où juste j'ai pas l'énergie aussi, parce que c'est hyper énergivore, les enfants. Ouais, c'est clair. Mmh. Donc ouais, il y a eu un peu de tout, mais j'ai pas eu de gens qui ont coupé les ponts avec moi parce qu'ils comprenaient pas. On n'avait pas le même avis, ils ont respecté, ils étaient, même s'il y en a certains, ouais, ils pensaient peut-être me faire changer d'avis en me mettant leur bébé dans les bras, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est une réflexion qui est hyper profonde, quand Ouais, même. hyper personnel. Ouais, puis comme t'as dit, c'est pas parce que tu veux pas d'enfants que tu les aimes pas ou tu les rejettes. Non, du tout. Je pense enfin, j'ai eu des discussions, il y a aussi des personnes qui n'aiment pas, ouais, la compagnie des enfants et Mmh. puis voilà. C'est aussi une raison, mais c'est Mmh. aussi une raison, enfin, il y a pas de raison valable ou pas valable de pas vouloir d'enfants. Ouais. Et du coup, c'est hyper bien que t'aies fait la réflexion et puis que t'aies trouvé aussi ça, parce que Mmh. des fois, j'ai l'impression enfin, quand on a cette pression, bon, moi, à l'époque où j'avais eu cette pression, j'avais l'impression que je devais trouver une raison, oui, assez valable. Mmh. Alors c'est là où j'ai pensé aussi, est-ce que c'est par raison écologique? Est-ce que c'est par Mmh. raison, tu vois, un peu les raisons modernes, on va Oui, dire, alors oui. que moi, j'ai jamais eu cette envie depuis petite. Mmh. Ça a toujours été une non-envie, donc une non-question. Mmh. Et c'est que vers le début de ma vingtaine où tout d'un coup j'ai eu cette pression. Et là enfin j'ai paniqué en mode. Mmh. Après j'étais là, mais est-ce que c'est normal de pas vouloir Ouais. d'enfant? Enfin, est-ce que je suis pas normale? Mmh. Après il y avait cette peur j'avais même peur de changer d'avis parce Oui. que je me suis un peu, enfin je m'étais toujours vue pas devenir mère, donc je me suis dit, mais est-ce que je vais toujours être moi-même Mmh. si tout d'un coup je change d'avis? Ouais. Parce que on en a un peu parlé, on en a parlé hier avec la dernière invitée, que il y avait cette peur de construire sa propre identité Mmh. autour du fait de pas vouloir d'enfant. Mmh. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait si tout d'un coup ça change? Oui. Maintenant, je pense que j'ai fait la paix avec ça aussi. Je me dis, bah peut-être un jour je changerai d'avis, mais au moins maintenant, enfin je sais que j'en ai jamais voulu. À l'instant T, j'en veux pas. Et en plus,
je suis célibataire, donc Mmh. ça facilite pas les choses. Genre, Mmh. le contexte de ma vie n'est Oui, pas propice à ouais. adéquat. Ce qui peut être un facteur aussi Oui. de décision de vouloir des enfants ou pas. Si t'as ouais, un environnement propice, je pense que ça Mmh. peut aussi être un facteur de Oui. changer d'avis. Mais que maintenant j'ai fait la paix un peu. Mais ouais, ce truc de devoir trouver des raisons quand Mmh. tu peux juste pas avoir envie. Et puis ouais, le simple fait, exactement comme t'as dit, de ne pas se voir dans Ouais, ce rôle, c'est ça. c'est hyper valable, quoi. Enfin, Oui. ouais, comme j'ai dit, il y a pas de valable ou non valable, mais Ouais, mais c'est vrai que j'étais aussi un peu dans ce truc de, «Ah mais est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que ça dit de moi, le fait que je veuille pas d'enfant? Est-ce que, je suis quelqu'un d'hyper égoïste?» ou j'en sais rien. En fait, ça vient questionner plein de choses parce que, bah, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est valorisé aussi. Tu vois, les femmes sans enfants et cetera, que ce soit, dans les films et cetera, c'est jamais valorisé. C'est toujours un peu, enfin moi j'ai grandi, enfin dans les années, 90-2000. Toutes les séries et cetera étaient tournées autour du fait de trouver un conjoint et puis de construire une famille, en fait. Et si c'était pas, ce schéma-là, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était dysfonctionnel et cetera. Donc après comment est-ce que toi tu veux te dire, ouais, bah, en fait, déjà comment tu te poses la question? Alors que, tout ce que tu vois autour de toi, bah, c'est, ce schéma-là qui veut dire, réussite, en fait. mmh mh. Construire une famille, tu la maison, t'as le chien et cetera. Et dès que tu sors de ça, bah, ça vient questionner plein de choses. Mais justement, ce couple-là qui m'avait foutu leur bébé dans les bras, on a eu cette discussion où il me disait: «Ouais, mais pourquoi? Machin» et j'ai dit: «Mais j'ai pas envie et ça m'intéresse pas» et en fait, maintenant j'ai pris le réflexe quand on me fait des remarques comme ça ou qu'on me pose la question et que c'est des parents, bah, je leur dis: «Mais vous, pourquoi vous avez voulu des enfants?» et je me rends compte que souvent la réponse, c'est pas le «pourquoi t'en as voulu?», c'est «est-ce que l'environnement était propice à?» C'était la suite logique en fait. C'est, «Ouais, mais en fait, ça faisait, 5 ans qu'on était ensemble, on avait acheté notre appartement, donc c'était le bon moment». Je dis: «Oui, ça c'est ton environnement, mais qu'est-ce qui fait que vous en avez voulu?» et en fait, tu te rends compte que les gens, ils se posent pas la question. Parce qu'il y a pas eu un moment où ils se sont posés, je pense, pour se dire alors peut-être, mais en tout cas, ils étaient pas capables de me le dire, de, ouais, ben, voilà, on est dans cette phase de notre vie. Est-ce qu'on a ce désir ou est-ce que juste on coche les cases, quoi? Mmh. Des étapes, de la vie, qui sont, Ouais, on est des humains, on doit se reproduire, ouais, bah, c'est un clairement. peu ça, en Oui, fait, retour aux sources. mmh, Ouais. clairement et du coup, je trouve que c'est un peu malheureux et puis avec mon conjoint, des fois, nous, on adore observer les gens, tu vois? Et moi, ce qui me fait des fois mal au cœur, c'est de voir à quel point, alors la vie de parents alors moi, j'ai admiration, plus pour les parents parce que c'est un job, de fou, quoi. Mmh. Franchement, quand je vois, ben, voilà, dans ma famille ou même, ma meilleure amie avec son mari, ils ont mis 10 ans pour avoir leur fille, un parcours, PMA hyper compliqué, un accouchement, hyper compliqué et les premiers mois, ils se sont dit: «Mais pourquoi on a fait ça?» Tellement c'était pourtant ils ont eu du temps pour, se préparer, pour, à une période même faire le deuil de ce projet-là parce qu'ils pensaient que ça n'allait jamais arriver et donc ils l'ont vraiment attendu mais plus et au moment où ils étaient dedans, ils se sont rendus compte de tout ce que ça impliquait en termes de voilà, le sommeil, la charge mentale, le couple aussi, l'impact que ça a et cetera et alors ils regrettent absolument pas, mais les premiers mois, ils se sont dit: «Mais waouh!» enfin, c'est un bouleversement, énorme. Ouais, ça change la vie, de A à Z. Clairement, clairement. Personne n'est préparé à ça. C'est vrai que ce sujet-là, il est aussi beaucoup, je pense enjolivé parce que, ben, il faudrait pas dégoûter, les gens, de ce que c'est la réalité d'être parent. Mais n'empêche que, ben, c'est des choses sur lesquelles alors heureusement avec les réseaux sociaux maintenant, ça se démocratise et il y a de plus en plus de gens qui en parlent, de la dépression postpartum et cetera. Mais ouais, c'est hyper compliqué, quoi. Donc moi, je suis vraiment en admiration parce que, ben, je trouve que c'est vraiment un bouleversement de la vie complète. Mais ouais, des fois, quand je vois des réactions des parents avec leurs enfants et même au final, maintenant, j'analyse un peu comment ça s'est passé aussi dans mon enfance et cetera parce que j'ai été suivie aussi par une psy, pendant longtemps et je le suis encore maintenant, donc je travaille sur beaucoup de choses. Mais c'est de voir à quel point, bah, quand tu as un enfant, après je pense que en fait, ce qu'on voit beaucoup, j'ai l'impression que c'est de la colère presque parfois des parents envers leur enfant parce que je pense qu'il y a beaucoup de frustration de pas pouvoir faire, ben, tout ce que tu veux quand tu es, adulte et cetera. C'est du temps que tu as en moins pour toi, c'est du sommeil en moins, c'est, une personne, dont tu dois t'occuper tout le temps et cetera et nous, des fois, on est confrontés à des scènes où on se dit: «Mais
ça fait ressortir des fois le presque le pire chez les gens, quoi. Et de voir à quel point, bah, pourtant c'est ton enfant, c'est la chair de ta chair et pourtant il y a des comportements qui sont le fruit, je pense, de beaucoup de frustration, de tu plus de temps pour toi et cetera et Ouais, c'est de trucs compliqué. pas résolus aussi, peut-être au niveau Oui, psy, ouais, aller peut-être de voir un psy avant d'avoir des mais enfants, ça, je suis totalement d'accord avec ça, c'est d'avoir déjà réglé ses propres traumas, pour pas les répercuter sur ses enfants. ouais. Alors après, voilà, moi je veux pas donner des leçons, mais je pense que c'est hyper important parce que, ouais, ça se révèle encore plus, je pense, quand tu as des enfants. Mmh et du coup, ça se transmet aussi Oui, inconsciemment, enfin, oui, ouais, plutôt inconsciemment, du coup, oui, si le parent n'a pas conscience et ne fait pas le chemin, c'est ça. Et puis parfois, tu comprends même pas d'où ça vient, je pense. Tu as des réactions et tu te dis, bon, bah, voilà, ouais. sans se dire, ouais, bah, en fait, je réagis comme ça parce qu'à l'époque, mon père ou ma mère, Ouais, m'a c'est dit un des travail de trucs, tous les jours, oui, bah, moi, je vois une psy aussi depuis mmh, une année, là, maintenant, donc je suis aussi dans ce truc de faut se rappeler tous les jours, puis ouais, tu découvres toujours des trucs sur toi, en fait, oui, non, tu jamais fini et puis, c'est hyper, enrichissant, enfin, du coup, ça part un peu sur, oui, sur le oui, oui, sujet psy, mais en tout cas, mais que moi, ouais, enfin, au début, j'étais: «Mais en fait, tout le monde devrait aller voir un psy, clairement, c'est génial!» et ouais, j'étais là: «Mais j'apprends tellement de trucs, oui. Ah non, mais incroyable!» moi, j'ai dit: «Je pourrais faire ça». Alors, mes parents, ils comprennent pas des fois quand je dis ça, mais je dis: «Mais moi, je pourrais faire ça toute ma vie, quoi». Parce qu'en fait, tu as tout le temps des situations de vie qui te font te: «Ah, mais pourquoi j'ai réagi comme ça?» et cetera et tu apprends à te connaître, en fait. Mmh. Ça fait comme un miroir, mais Oui, aussi, quelqu'un de neutre, justement qui te révèle, ouais, que toi tu vois pas mmh, ou ce que tu arrives pas à aller voir tout seul, te chercher. Parce qu'on est toujours influencé par les gens qu'il y a autour de nous et il y a jamais quelqu'un de vraiment neutre, que ce soit mmh, en positif ou en négatif. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup marquée et j'étais là: «C'est génial!» et du coup, je cite tout le temps ma psy, oui, enfin maintenant moins, mais au début, je la citais tout le temps. mmh, J'étais: «Ah oui, ma psy elle m'a dit ça». ouais. Je pense que c'est moi, je vois le tout ce sur quoi j'ai travaillé et qui me permet aujourd'hui de tu vois, je me sens à l'aise d'exprimer mes besoins et cetera. C'est des trucs moi, j'ai appris à dire non quand j'avais 30 ans, tu vois? Mmh. Parce que, dans ma famille, on veut toujours faire plaisir, on veut jamais faire d'histoire et cetera et du coup, bah, pareil, j'ai grandi avec ça et j'osais jamais, donner mon Poser des avis ou limites, ouais, poser des limites et dire: «Mais en fait, j'avais ce truc, ce besoin, d'être aimée, d'être appréciée et cetera» et donc du coup, bah, je suivais toujours le groupe, je disais jamais: «Ah bah non, mais moi, en fait, j'ai pas envie de faire ça» ou même dans le couple, en fait, de dire, «Bah, toi, tu as envie d'aller te faire une journée, dehors, rando ou vélo ou je ne sais quoi, bah, moi, en fait, j'ai envie de rester sur le canapé et puis de me reposer» mmh. et ça, c'est des trucs que j'osais pas faire et que, bah, la thérapie, en tout cas, m'a permis, d'amener ça dans ma vie et c'est un changement qui est énorme, quoi. Ouais, t'habituer aussi à ça petit à petit, Ouais, 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 c'est un travail de tous les jours, de toute une vie, je trouve, oui, de travailler sur soi. Enfin, ouais, on dit travailler sur soi, mais ouais, c'est juste révéler, en fait, qui tu es, comment tu fonctionnes et puis oui. se détacher de ces schémas un peu, que tu te crées, soit dans l'enfance, Mmh. soit, après des événements et tout, Ouais. Ouais et puis même je trouve d'apprendre à s'apprécier aussi comme on est. Parce qu'on a aussi beaucoup tendance à vouloir, bah, tu vois, s'améliorer, se dépasser, machin. Alors, il y a des avantages à faire ça, mais je trouve que, de juste aussi accepter la personne que tu es pour ce que tu es et pas forcément chercher à changer, tu vois? Mmh. Moi, je sais que dans mes relations avec mes amis, par exemple, suivant les groupes dans lesquels j'étais, je me disais: «Ah, je suis pas celle, tu sais, la faux-folle qui a des délires, qui embarque tout le monde dans des aventures et cetera». Moi, je suis plus, l'oreille, tu vois, enfin la personne à qui on vient, se confier et puis j'écoute, je pense, assez bien et puis j'essaye d'accompagner un peu la personne et puis de la conseiller si elle a besoin et cetera. Donc moi, c'est plus, je suis plus, discussion profonde, et puis je me sentais un peu mal d'être comme ça parce que je me disais: «Ouais, je suis pas la faux-folle fun». À un moment, j'aurais voulu être cette personne-là. Ouais, est-ce que les gens s'ennuient avec moi? Ouais, c'est ça. Ou est-ce que parfois c'est pas un peu chiant de genre, parler de tes traumas et puis alors que moi j'adore, mais bon. J'étais un peu dans ce truc-là et puis il y a un moment où je me suis dit: «Mais attends, je vais pas changer, Ouais, je vais faire m» semblant, c'est ça, c'est pas moi. Alors je suis quelqu'un, j'adore déconner et cetera, mais c'est pas moi qui va être l'initiatrice de ça. mmh. Et bah, je vais pas me forcer à faire quelque chose qui me ressemble pas. Donc j'apprends aussi à juste, m'accepter, comme je suis et d'être à l'aise avec ça et puis de pas vouloir tout le temps chercher à faire mieux ou à faire différemment et cetera donc
Et puis ça a eu aussi cet impact, pour refaire le lien avec, le sujet du fait d'avoir des enfants. C'était de se dire: «Bah, voilà, ce sera pas un projet de vie d'avoir des enfants», même si je l'avais imaginé à un moment et c'est juste de se dire: «OK, ben, ce projet-là, bah, ça en est plus un et comment est-ce que, j'imagine ma vie, sans enfant?» Alors des fois j'ai des petits flashs comme ça où je me dis bon là je suis avec mon conjoint et cetera et puis, on se dit: «Ouais mais en fait, on va rester que tous les 2 toute notre vie et tout» et puis il y a des moments où tu te poses la question de: «Est-ce que ça va suffire?» et puis d'un autre côté tu te dis: «Mais en fait c'est trop génial» parce que, on est hyper libre, on peut faire ce qu'on veut, enfin des fois on a l'impression de redevenir des ados, tu vois, tu manges, il est 23h, devant la télé, enfin voilà, c'est des libertés que tu peux plus forcément avoir quand tu es parent où il y a faut prévoir beaucoup de choses et cetera. Là, nous, notre vie, elle s'articule autour de nos envies et nos besoins, à nous, du coup et ça, je crois que c'est un truc qui est hyper important pour, nous 2. C'est vrai que ça fait partie de nos valeurs, la liberté, c'est quelque chose de primordial pour nous et en fait, ben, on n'a pas d'enfants, mais on s'ennuie jamais, quoi et puis même quand on s'ennuie, c'est cool parce que ça nous laisse du temps aussi de profiter du silence, c'est des choses aussi je pense qu'on a beaucoup perdu ces dernières années avec, la télé, les réseaux sociaux, les séries et cetera. C'est qu'on veut toujours meubler les moments de vide qu'on pourrait avoir, dans la journée, par exemple. On voit bien, moi dès que j'ai un moment, tu sais, tu es dans une salle d'attente, tu prends ton téléphone, quoi et on essaye un peu de se prendre des moments comme ça où on accepte d'être dans le silence. C'est hyper inconfortable, mais par contre, c'est hyper enrichissant parce que ça te permet de faire le tri dans ta tête, de tout ce à quoi tu penses et De cetera. reposer le cerveau un Ouais, peu, ouais. exactement et c'est vrai que du coup, ben, on se fait, nos projets, que ce soit professionnels, personnels et cetera, c'est, à l'envie et puis, encore une fois, nous il y a des enfants dans la famille et on en profite. Mais on a, d'autres projets de vie, que ce soit, ouais, sur le côté, professionnel où on développe des choses ensemble, côté personnel où on veut, ben, voilà, voyager, et cetera donc, c'est pas quelque chose qui nous manque du tout. Et on trouve de l'épanouissement dans plein d'autres choses, donc c'est ça qui est cool. Trop bien. Mmh. Et puis, tu veux juste me dire si l'opération s'est bien passée? Parce que du coup, tu as traité en même temps l'endométriose Oui, dans la même opération oui. et là, il y a pas eu de complications, de douleurs après? Ça a Mmh, été plus ou moins? alors l'opération s'est bien passée effectivement, donc il y a eu quand, je me suis réveillée, le chirurgien est venu me voir, moi j'étais dans le gaz, complet. Puis il me dit: «Oui, mais vous aviez pas des douleurs pendant les règles?» et moi j'étais là: «Non, non, tout va bien», alors que si, j'avais des Ah ouais, ouais, douleurs, c'était mais j'étais pas en suspicieux, ouais. capacité de lui répondre de façon, claire et donc c'est là qu'il m'a dit: «Oui, bah, j'ai vu des lésions d'endométriose». Bon, elles étaient petites, il a dit même avec une IRM, on les aurait pas vues, mais il a dit: «Je les ai brûlées, comme ça c'est réglé» et voilà, donc après, ben, l'opération donc moi c'était pas parce qu'il y a plusieurs types d'opérations pour la Il y stérilisation. a ligature, les Ouais, trucs. alors moi du coup, c'était pas une ligature, c'est que moi en fait, il m'a coupé le bas des trompes. Ça s'appelle une salpingectomie bilatérale partielle OK. et donc en fait, il y a vraiment, lui, il faisait pas les ligatures. Bon après, il y a plusieurs types aussi, les ligatures, tu peux mettre des clips, ils peuvent faire des points et cetera. Mais là, lui, il était sur cette technique-là, donc là, c'est vraiment, couper le bas des trompes et puis voilà. Mais non, après l'opération s'est bien passée, j'ai eu, quand même un peu des douleurs pendant les premiers mois où je me suis demandé si c'était pas des lésions qui étaient revenues du coup Mmh. et donc du coup, j'ai refait IRM mais il y avait rien et depuis, je revis déjà, quand, j'ai mes règles et cetera. J'ai plus du tout de SPM avant alors que j'étais, au fond du seau, 1 semaine avant d'avoir mes règles, au niveau émotionnel, c'était la Ah ouais, et cata. là, ça a stabilisé, Ouais, à fond? Trop bien. ça c'est déjà j'ai encore des douleurs mais ça reste, largement supportable. Ouais. Mais déjà rien que le fait d'être plus stable au niveau émotionnel, pour moi, c'est énorme. Parce qu'avant, 1 semaine avant, je me reconnaissais pas, quoi. Je pouvais fondre en larmes en train de te parler, je fonds en larmes, je sais pas pourquoi. Enfin, c'était vraiment le yo-yo, Ouais. complet. Et puis ouais, pour moi, ça a strictement rien changé. Enfin, il y a pas eu d'impact, les cicatrices, elles se voient même pas, Trop bien. donc ouais, non, franchement, je suis hyper contente de l'avoir fait et puis que ce soit plus du tout un sujet, quoi. Mmh. Trop bien. Ouais. Ouais, moi, j'ai eu, moi, juste pour partager ça, moi, j'ai eu Mmh. pendant, 10 ans, enfin, depuis que j'ai 18 ans, j'avais un stérilet en cuivre Mmh. et puis l'année passée, je l'ai changé au mois de juillet et puis là, début février,
Ouais, mi-février, j'ai fait un rejet. Ah ouais. Donc et puis c'est pas la première fois qu'il s'est déplacé. En fait, l'année passée, il s'était déplacé déjà. Donc après je l'avais changé, j'avais enlevé, j'avais changé. Mais j'ai eu, ouais, depuis que j'ai 18 ans, en fait, depuis, Mmh. quasiment depuis que je suis active, Ouais. sexuellement, j'ai toujours décidé stérilet cuivre parce que je voulais absolument pas d'hormones. Oui. Puis, ma mère, elle en avait mis un et puis, on en avait parlé et puis, ça a toujours joué. Et puis là, du coup, en fait, moi, j'avais vraiment les symptômes, SPM, comme toi. Mmh. Surtout depuis, 2 ans environ, j'avais vraiment une semaine avant les règles, monstre fatigue Mmh. et puis aussi émotionnellement, en fait, j'ai commencé à suivre mon cycle parce que Mmh. comme ça, je savais dans quelle phase j'étais parce que j'avais, des idées noires, Ouais. de qu'est-ce que, mon cerveau, enfin, ça allait vraiment pas. Mmh. Donc je suis curieuse de voir comment ça va évoluer parce que là, du coup, j'ai fait un rejet et ma Mmh. gynéco m'a dit: «Écoutez, votre stérilet, il s'est déplacé l'année dernière, là, vous l'avez carrément rejeté. Je vous déconseille d'en remettre un parce que Mmh. ça risque de faire la même chose». OK. Et puis, du coup, j'ai dit: «Bah, en fait, on met rien» et Ouais. puis du Mmh. coup, ça fait bizarre parce que depuis, vraiment mes 18 ans, donc presque 12 ans, j'avais Mmh. un stérilet et puis là, bah, comme j'ai pas de partenaire, je me Oui. suis dit: «Bon, je vais Oui. pas aller payer 400 balles encore, pour rien, pour qu'il se rejette, 6 Mmh. mois après». Ouais, c'est Surtout qu'en ça. plus, ça dure 5 ans, tu vois? Oui. J'étais là un peu, ouais, ça fait un peu mal au porte-monnaie aussi. Ouais, mais non, mais Déjà c'est que ça me faisait mal, mais alors oui. porte-monnaie en plus, donc je Oui. me suis dit: «Bon, bah, on verra comment pour la suite», mais Mmh. si tout d'un coup je retrouve un partenaire Mmh. et que c'est sérieux, déjà j'attendrai que ce soit sérieux. Mmh. Ensuite, il y aurait peut-être des discussions, pourquoi pas de vasectomie parce que les hormones, je me revois pas prendre. Ouais. Puis sinon, c'est pas préservatif, Oui. c'est pas le must, Non, c'est dire donc clair et puis je me dis si vraiment je trouve quelqu'un de sérieux, faudrait plus parler de vasectomie aussi, je trouve. oui. C'est un sujet, Ouais, c'est un vaste un sujet sujet à aussi. plus démocratiser les Non, c'est vasectomies clair. parce qu'on en fait beaucoup nous déjà les femmes avec cette contraception donc Ouais, c'est une grosse charge, bah, financière, tu vois? Tu l'as dit aussi, hein, c'est que ce soit un stérilet, que ce soit la pilule et cetera, c'est des choses ouais, puis c'est que pas remboursé. Toi, ouais. est-ce que tu as eu, bah, question sur ça aussi, est-ce que c'était remboursé, Alors l'opération ou pas? moi, je me suis fait opérer en France, Mmh. donc du coup, c'était remboursé. Parce que je crois qu'en Suisse, il me semble que c'est remboursé, mais pas les stérilés, Mmh, justement. C'est d'accord. un peu Ben, bizarre, tu ouais, me diras, oui, mais il me semble bien que stérilisation, c'est remboursé, OK, mais pas le reste des contraceptions, OK. Ouais, parce que stérilisées. je connais quelqu'un qui a fait une vasectomie, mais du coup, je sais pas si l'assurance a pris. Ouais, pour les hommes, je sais pas du tout. Mais Mais à creuser. ouais, Pour les auditeurs et les auditrices, oui, renseignez-vous complètement. sur la Surtout qu'en vasectomie. plus, Surtout que c'est réversible, il me semble. c'est alors oui, c'est réversible et ça n'a alors aucun impact parce que c'est ça aussi Sur en les fait qui fait hormones. peur, c'est que les mecs pensent que parce qu'il y a une vasectomie après, ben, ils vont plus pouvoir, bander ou j'en sais rien. Mmh. Ça n'a aucun impact à ce niveau-là. Enfin, c'est 2 choses complètement différentes Donc et en sujet à plus démocratiser, peut-être oui, plus en parler surtout aussi. que c'est beaucoup moins invasif que pour une femme. Tu Ouais. vois, une femme, quand tu fais une stérilisation, c'est une anesthésie générale, tu vois, tu as des incisions et cetera. Pour un homme, c'est beaucoup moins invasif donc c'est aussi à prendre en compte. C'est voilà, je pense que la charge contraceptive, elle est depuis de nombreuses années sur la femme Mmh. et je pense que surtout, les femmes qui ont pris la pilule et cetera, quand tu vois, les effets secondaires que ça peut avoir, je suis pas sûre que les hommes, s'ils avaient dû prendre ces mêmes pilules et avoir les mêmes effets secondaires, je suis pas sûre qu'ils auraient voulu le faire, quoi. Ouais. Sauf que nous, en fait, ça a toujours été induit que c'était à nous de le faire. Enfin, moi, je sais qu'à 14 ans, ou 15 ans, je suis allée avec ma mère chez la gynéco, je commençais à avoir, des relations. Mais la question s'est même pas posée, quoi. Je veux Ouais, dire, de bah oui, nouveau, c'est c'était dans la oui, normalité, c'est ça. ouais. Donc je pense que ouais, c'est un truc à beaucoup plus démocratiser, en tout cas que ce soit aussi les hommes qui se rendent compte de ce que c'est cette charge, mais qu'ils puissent la prendre en charge aussi de leur côté quand si c'est possible, quoi. Mmh. À fond. Mais tant mieux si toi ça a pas eu de complications. Du Mmh. coup, je suis curieuse de voir si de mon côté ça va changer aussi niveau Mmh. SPM Oui. justement, de plus rien avoir. Ouais. Peut-être pas, mais je crois que le stérilet cuivre aussi, c'est censé faire des règles plus abondantes Ouais. et des fois plus de douleur, donc à voir aussi. Je suis curieuse de voir comment ça va changer. Je suis dans l'inconnu. Ouais, ça fait combien de temps que du coup tu l'as plus? Bah là, c'était depuis mi-février.
Ah oui, donc c'est tout En récent. fait, c'était pendant mes dernières règles, Ouais. je pense que ça a aussi influencé parce que le fait que le col soit plus ouvert, t'as plus de chances aussi de faire un rejet. Surtout que justement, j'avais des grosses douleurs avant mes règles. Ouais. Bah du coup, c'est les contractions d'utérus. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai senti tout d'un coup sensation bizarre. Et effectivement, en fait, il s'était coincé dans le col. Oh là là. Ouais, du coup, j'ai paniqué, j'osais plus bouger, j'ai appelé ma gynéco, elle m'avait dit non, mais si vous avez pas très très mal, pas besoin d'aller aux urgences, vous attendez. Ok. Tu l'as évacué seul, quoi? Non, Il est alors tombé tout seul non, ou il il t'a était genre coincé. Ah, Et du mon coup, Dieu. j'avais rendez-vous genre 2 jours plus tard, mais elle m'a dit si vous avez mal, faut aller aux urgences, mais si vous avez pas mal, venez jeudi. C'était mardi, et puis j'étais là, bon, bah... Mais ça faisait bizarre parce que j'ai senti ça, j'étais mon Dieu, mais j'ose plus bouger, tu vois. Oui, t'as J'étais là, peur mon Dieu, il va que me transpercer. ouais. Tu vois, tu sais pas, hein. Oui. Oui. On Non, m'a mais tu mal renseigné. t'imagines, ouais. Mais ouais, c'est quand même un corps étranger, quoi, donc Oui. la petite frayeur du Nouvel An chinois, c'était dans ces eaux-là. Oh là là. Bien Ouais. commencer l'année. Non, mais c'est vrai que c'est moi, quand alors je sais pas toi, mais moi la pause du stérilet, jusqu'à ce que je me fasse opérer, j'en faisais encore des cauchemars la nuit et je ressentais la douleur que j'ai ressentie quand elle me l'a posée tellement Ah j'ai eu ouais, mal. non, mais moi, c'était affreux. Elle a dû utiliser une pince pour me serrer, pour me tenir le col, etc. J'étais vraiment mal et pendant, je sais plus si c'était 5 ou 6 jours, et j'étais presque tout le temps pliée en deux parce qu'en fait le corps il l'acceptait pas, quoi. Ah ouais, mais tu l'as rejeté ou non? Non. Et il y a eu un moment où ben du coup je tenais au courant la sage-femme qui me suivait, parce qu'en France on peut être suivi par une sage-femme même si c'est pas dans le cadre d'une grossesse. Elle voulait que je la tienne au courant parce que j'étais tellement mal quand elle me l'a posé qu'elle était à 2 doigts de me l'enlever. J'ai dit non, laissez-le et tout. Sauf que les jours passaient et puis j'étais vraiment mal, j'étais tout le temps pliée en deux, j'avais tout le temps mal au ventre et tout. Et puis à un moment elle me dit écoutez, si demain ça va pas mieux, vous venez et puis je vous l'enlève, quoi. Et puis du coup je sais plus, il y avait des amis qui étaient là. On a été marcher pendant 1h30, moi, j'étais là en train de traîner ma misère et tout, je me suis dit bon. Et en repartant sur la route, on s'est arrêté pour manger un McDo. J'ai mangé et puis c'était réglé. OK. D'un coup, j'ai plus aucune douleur ni rien, quoi. Et après, bah tu vois, les années passent et puis bah pareil, c'est 5 ans et tout. Et je pensais déjà au moment où j'allais devoir le changer, mais à en faire des crises d'angoisse tellement j'avais peur d'avoir mal, etc. Et du coup, bah, quand j'ai pris la décision de me faire opérer, j'ai dit au chirurgien, bah, enlevez-moi le stérilet en même temps, comme ça je suis endormie. Ah ouais. Et puis c'était réglé, quoi. Donc ça, c'était cool. Mais sinon, ouais, c'était quand même, Ouais, moi c'est j'en ai hyper eu du douloureux. coup 3 au total. Ouais. Le dernier qui s'est fait la malle. Mais je me souvenais pas d'avoir eu autant mal pendant la pause pour le premier. Par contre, après la pause du premier, je me souviens que pendant 45 minutes, j'en avais chié. Ouais. Puis là, je me suis dit, mais c'est pas possible, mon corps, il est en train de le rejeter. Mmh. Et en fait, non, il avait pas bougé. Ah. Parce que tu dois retourner contrôler genre 2 semaines plus tard pour voir s'il est encore en place. Enfin, je sais pas si Ah non, c'était pas en pareil, France, non. moi, j'ai dû retourner à chaque fois 2 semaines plus tard pour voir si justement il peut être déplacé avec les contractions du corps qui essaye de le rejeter. Puis il avait pas bougé, mais pendant la pause, je me souvenais pas avoir autant de douleur. Le deuxième que j'ai mis, j'en avais chié. Du coup, là, le troisième, là, j'avais bien peur justement de revivre cette douleur. Et j'ai fait une crise de panique juste après parce que j'avais l'impression je suis pas tombée dans les vapes, mais alors la douleur était tellement forte pour enlever et pour remettre. Oh là là, ouais. J'ai commencé à hyperventiler et tout, vraiment violent. Mais après, bon, pareil, je suis retournée 2 semaines après, il était encore en place. Puis là, mes dernières règles, il s'est dit, bon, bah, il se passe plus rien. Ouais. Puis du coup, je l'ai mis quand j'étais en couple. Et là, bah, j'ai rompu. Et du coup, bah, célibataire, et il s'est dit, bon, il se passe plus rien, je me casse. Enfin, c'est la vie. Et puis, je me dis, bon, le corps aussi, des fois, je pense le corps, il sait des trucs. Et il y a des trucs qui se passent. Enfin, je me dis, c'est bizarre, tu vois. Ouais, après. Il a jamais bougé pendant 10 ans. Et puis là, rupture et il se barre. Ouais. Peut-être que it was meant to be, tu vois. Peut-être qu'il Ouais, s'est dit, bah, après c'est le moment. le corps parle, hein, de toute façon. Moi, je suis assez persuadée de ça aussi, hein. Donc à voir pour la suite, ouais. quoi. Mais au moins, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, et puis on verra, quoi. Oui. Mais du coup, revenons à toi. Maintenant, sujet clos. Enfin, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve tellement intéressant la santé féminine et le cycle. Depuis que je traque, ça fait 2 ans à peu près que je traque mon cycle aussi. Et puis que je vois l'effet que ça fait. Puis le fait de savoir, ok, je suis dans cette phase du cycle, c'est peut-être ça qui fait que je suis comme ça. Ça me déculpabilise à fond. Oui.
et puis plus me connaître alors qu'on n'apprend pas ça à l'école, tu vois. On apprend les phases, mais on n'apprend pas à quel point c'est important. Et c'est aussi un truc qui se développe même. Ben, moi, j'aime beaucoup le sport. Je fais pas mal de sport et du coup, de plus en plus, il y a des coachs sportifs ou ça qui prennent en compte le cycle féminin pour faire les plans d'entraînement et tout ça. Mais ça devrait aussi être intégré plus dans le travail et tout. Enfin, Ah oui. ça fait partie Ouais, des clair. luttes féministes justement. Oui. Non, c'est clair parce que tu vois que déjà, enfin moi, dans mon souvenir à l'école, les cours qu'on a eus, c'était très orienté sur la reproduction. Ouais, la science du truc. On n'a jamais parlé du clitoris. Enfin, il y avait aucune notion de plaisir là-dedans, quoi. Et après, même par rapport aux règles, etc. Moi, on se disait encore parce que avec ma meilleure amie, on se connaît depuis qu'on a 12 ans. On a fait vraiment les premières étapes. Alors chez nous, c'est le collège, mais ici, c'est le cycle. C'est un petit peu décalé. Mais on s'est toujours dit qu'on est arrivé dans cette phase où les premières règles, etc. Mais on était perdus. Parce que moi, je sais que j'ai eu mes règles le jour d'une rencontre parents-prof, tu vois. Donc à l'école, je suis allée aux toilettes et je me suis rendu compte que j'avais mes règles. Et je l'ai dit à ma mère et elle m'a donné une boîte de tampons et puis c'était tout, tu vois. Et il n'y a pas eu de discussion. Alors on n'a jamais eu une relation très proche avec ma mère. Mais je me dis en fait, tu tombes là-dedans seule, tu vois, et puis tu dois te débrouiller. Et heureusement qu'on était entre copines et qu'on se disait ouais mais alors toi tu fais comment, et puis on se partageait un peu des tips. Mais je trouve que il faudrait qu'on puisse avoir des cours spécifiques là-dessus, de dire qu'est-ce qui est bon, pas bon. Enfin tu vois, il y a plein de polémiques sur les tampons aujourd'hui, alors que pendant des dizaines d'années on en a utilisé et qui étaient bourrés de merde, etc. Mais sauf que quand t'as 12-13 ans, tu prends les Tampax comme tout le monde et puis et tu te poses pas trop de questions sur ce qu'il y a dedans parce que t'es pas sensibilisé à ça, tu vois. Et c'est vrai qu'on voit maintenant même dans les pays nordiques, etc., ils donnent des cours aux filles pour dire voilà, tu vas perdre tant et tant à chaque cycle. Tu mets une culotte de règle, tu mets une serviette par-dessus, comme ça la serviette en milieu de journée tu l'enlèves et puis t'as encore une protection pour la fin de la journée. C'est des petits trucs, mais en fait moi c'est des choses que j'ai appris hyper tard parce qu'il y avait les réseaux sociaux, etc. Mais avant ça, t'es un peu paumé, quoi. Ouais. Moi, c'est surtout il y a pas très longtemps en arrière que j'ai découvert vraiment la merde qu'il y avait dans les produits hygiéniques, serviettes et tampons. Oui. Et là j'ai que des sous-vêtements hygiéniques en fait. Et puis ça change la vie, c'est tellement plus confortable. à zéro fuite, rien pendant la nuit, tu peux bouger comme tu veux, change la vie. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et ça s'est plus démocratisé, mais j'ai l'impression plus ces dernières années récemment. Donc c'est tant mieux, mais ouais, comme tu dis, on se pose pas trop la question au début, puis on fait avec ce qu'on a et puis ce qu'il y a disponible sur le marché. Oui. Mais ouais, l'influence du cycle aussi, typiquement pour la fatigue. Tu vois, moi, une semaine avant, je suis fatiguée, mais physiquement, il faut que j'aille m'allonger chaque 3 minutes. Puis si tu sais pas que c'est ton cycle, faire les adaptations autour au niveau du travail. Bon, en freelance, c'est peut-être plus facile parce que justement, je peux être plus flexible. Mais si t'es en entreprise et tout. Ah, c'est chaud, hein. Ouais. Je crois qu'il y a en Espagne maintenant un congé menstruel, il me semble, et puis peut-être d'autres pays aussi, je sais pas exactement, mais il me semble possible, mais ils en parlent de plus en plus parce que c'est vrai que moi je vois, tu vois, le travail debout, tu vois, je suis dans le commerce. Mon contrat à 50 là, c'est dans une boutique de vêtements pour femmes, et je veux dire, tu vois, le premier jour de règle, t'es debout toute la journée, t'as des crampes au ventre, t'es pas bien, etc. Enfin, c'est dur de tenir. Puis de faire comme si, parce que t'es en contact avec des clientes, etc. Donc tu peux pas non plus te permettre de... Ouais. C'est l'image de l'entreprise aussi, tu vois, mais ça montre aussi à quel point, tu vois, t'es obligé de prendre sur toi, en fait. Et puis même, je trouve, c'est cool aussi ce que ça change à ce niveau-là, c'est que même moi, quand j'étais plus jeune, j'avais presque honte quand j'avais mes règles, tu vois, tu sais, tu dois aller te changer aux toilettes, tu caches ta serviette dans la manche ou dans la poche. À fond. Et puis on nommait pas les choses, tu vois, on disait pas j'ai mes règles, c'est j'ai mes trucs, j'ai mes ragnagnas. Et ça, moi, je le fais plus, et volontairement, tu vois. Et je me force aussi parce que je me dis, il faut démocratiser. Il faut démocratiser. Ça fait partie de la vie de la femme. C'est quand même, alors bon, si on revient sur le sujet de la maternité, faut quand même garder aussi en tête que c'est grâce à ça qu'on peut avoir des enfants, pour les personnes qui en veulent. Mais c'est quelque chose de tout à fait naturel et normal. Et pourtant, on a mis un gros tabou dessus
qui fait que, pareil, tu sais, faut se cacher, tu moqué si, tu une tache sur ton pantalon. Moi, je trouve que de nommer les choses et pour tout, en fait. On le voit dans les cours, pour les enfants, de savoir aussi, nommer, tu vois, les parties génitales et cetera, de pas utiliser d'autres mots parce que, ça rend la chose, enfin, ça infantilise, tu vois, le truc Mmh. et Ça rend la chose taboue aussi, ouais, c'est ça, c'est, tu vois, tu peux parler, de tes parties, génitales sans que ce soit quelque chose, encore une fois, qui est tabou et que ça fait partie de la vie, en fait. Mmh. Donc ça, je trouve vraiment que c'est chouette. En tout cas, c'est l'aspect, je trouve, positif des réseaux sociaux, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres initiatives qui permettent ça, mais que, ça permette de démocratiser tous ces sujets Mmh. et puis de faire en sorte que ça lance aussi, des initiatives. J'avais vu, je crois que c'est le CIP à Sion, qui a organisé, des ateliers pour les adolescentes, soit seules, soit tu pouvais venir avec une personne safe, une femme, tu vois? Que ce soit une tante, ta mère, enfin quelqu'un de qui tu te sens assez proche pour parler des règles, tu vois? OK, cool. Et j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit: «Putain, moi j'aurais tellement voulu avoir ça quand j'étais ado», de pouvoir avoir des vraies informations aussi parce que nous, on se partageait les trucs entre copines, mais on était toutes un peu dans la même situation. C'était un sujet tabou, on n'en parlait pas dans la famille et à l'école, il y avait personne, pour en parler non plus et là, que tu des personnes référentes, qui savent de quoi elles parlent et qui vont te donner les bonnes infos et tu peux partager ça avec quelqu'un que tu apprécies et en qui tu as confiance, tu vois? Mmh. Ouais, à C'est hyper fond. important. Mais en parler, ouais, à fond, Ouais. ça m'est arrivé pas plus tard que l'année dernière, j'avais fait une journée de bénévolat et puis, j'avais justement, juste avant mes règles, des énormes crampes à Mmh. me plier en 2. Mmh. C'est genre coup de poignard et tu te plies en Ouais. 2. Ah! Ouais. Et puis, je suis arrivée, j'ai dit: «Cash, bon alors si vous me voyez pliée en 2, c'est parce que j'ai mes règles». Mmh. J'ai vraiment un SPM très fort Mmh. et c'est arrivé, quelques fois et pas de remarques, tu vois? Mais en fait, je suis arrivée tellement en mode, «Bah les gars, Mmh. c'est normal quoi. Ouais. Si je me plie en 2, j'ai mes Mmh. fucking règles et Mmh. ayez de l'empathie», tu Ouais, c'est vois? ça. Moi, j'ai pas essayé de cacher et Ouais. puis je l'ai dit d'emblée direct: Mmh. «Si jamais vous me voyez en PLS, Mmh. c'est ça». Ouais. Et c'est des petits trucs, mais ça fait, ouais, démocratiser, puis aussi, un peu d'empathie sur, ouais, celle-ci elle se traîne ou enfin, tu vois? Que ce soit, moi celle-là c'était du bénévolat donc bon, il y a Oui. pas une énorme charge, on va pas te faire, Des remarques si tu vas pas assez vite, quoi. Mais voilà, dans le c'est travail, ça, c'est vrai que c'est plus tranquille, mais ouais. si au travail tu dis: «Écoutez, aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai mes règles», peut-être Mmh. que les gens ils sont un peu plus compréhensifs, Mmh. enfin je Ouais. le souhaite, Ouais. ça évolue dans ce sens-là, mais j'ai l'impression que ça évolue quand même. Ça dépend sûrement les milieux, les Oui. entreprises, chaque entreprise a sa propre politique et tout, mais je pense Mmh. qu'on va quand même dans le bon sens, de ce point J'espère. de vue-là. Mais c'est vrai que même d'en parler aux garçons, je pense que ça a Ouais. son importance aussi. C'est de dire, toi aussi en tant qu'homme, comment est-ce que tu peux être, d'un soutien, tu vois? Quand, tu ta sœur, ta mère, une copine, ta copine Mmh qui a mh. ses règles, qu'est-ce que tu peux faire, tu vois? Puis prendre conscience de Oui. justement, les femmes ont un cycle. Oui. Du coup, c'est pas linéaire. Ouais. Les hommes, c'est linéaire. Mmh. Ah ouais, là, Du coup, c'est les ouais. femmes pas. Les femmes, c'est les montagnes russes Ouais, clairement. et ouais. Du coup, énorme Oui. parenthèse. Mais du coup, par rapport à, du coup, tu parlais de ton job, Mmh que mh. tu es, dans le commerce. Mmh Est-ce mh. que tu veux parler un peu de, justement, ton parcours au niveau professionnel? Mmh mh. Ou alors partir de tes études et ton parcours Mmh mh. professionnel? Puis parler aussi un peu de tout l'extérieur, tes loisirs, tes passions, le fait que tu fasses partie du Mmh collectif, mh. un peu tout le Ouais, reste qu'il y a autour qui fait que tu es, toi, épanouie, personne à part entière oui, et que tu as plein de projets. Justement, tu as dit que tu avais aussi des projets avec ton compagnon oui. donc Mmh mh. Ouais, moi, j'ai fait mes études dans, la communication et puis, après j'ai fait un peu la suite logique, de, trouver un emploi et puis, quand je suis sortie d'école, j'avais fait une école privée à l'époque et j'étais très, carriériste. Je me suis vraiment je m'étais mise, un peu une pression toute seule en me disant, «Mes parents m'ont payé des études qui ont coûté cher donc il faut que j'arrive à mmh. atteindre un certain niveau, que j'évolue» et cetera. Donc ça, c'est dans la communication? Ouais et du coup, la dernière entreprise où j'étais salariée en France, c'était un peu tout ce que j'avais toujours voulu. C'était une boîte internationale,
des possibilités d'évolution, et cetera. Donc je me suis, donné, corps et âme dans ce boulot au point d'en faire un burn-out et c'est un peu suite à ça que j'ai un peu revu mon rapport au travail aussi. Pareil, j'ai grandi avec des parents qui ont beaucoup travaillé, qui se sont beaucoup investis. Mon père était à son compte, enfin voilà, donc je voyais que le travail occupait une place quand même qui était assez importante et du coup, moi j'ai un peu pareil suivi ce schéma-là. Mais après le burn-out, je me suis dit: «OK, en fait, c'est quoi, la vie professionnelle qui pourrait plus me correspondre, quoi?» Donc après, moi, je me suis lancée à mon compte en France en 2020. Juste, moi, je suis partie de la boîte dans laquelle j'étais salariée juste avant le covid. Mmh. Donc j'ai lancé mon activité. Donc je faisais du consulting et puis, prestation de services et puis, formation en com et en marketing. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Puis ça a pas mal, bien marché? Ça a été impacté C'était par le Covid ou? finalement pas tant parce que j'ai eu de la chance, c'est que mon premier client c'était, l'ancien directeur de la boîte dans laquelle j'étais salariée. OK. C'était le ouais et du coup, il avait monté une autre structure, associative, à côté. Il avait besoin de quelqu'un pour développer la com. Donc en Mmh. fait, ça a été mon premier client et il y avait beaucoup de besoins et cetera. Donc ça m'a bien, occupée et puis je pense, sauvée à ce niveau-là parce que les entreprises, avaient plutôt tendance à réduire les budgets. Ouais. Donc ouais, les entreprises réduisaient quand même assez les budgets là-dessus et lui, pendant, 1 an et demi, j'ai quasiment bossé à mi-temps pour lui donc c'était vraiment top. Donc c'était ma seule activité, j'avais pas d'activité à côté, ça me permettait de vivre, ce qui était quand même, hyper cool. Et puis, après j'ai rencontré, Baptiste sur Tinder et voilà, moi j'habitais du coup à, 3 heures et demie, d'ici Donc et en lui France voisine? ouais et lui, il était, dans ma région, avec une copine, qui, dresse des chevaux et qui était, dans une écurie, pas loin de là où moi j'habitais et puis, c'est comme ça qu'il a vu, mon profil donc il l'a liké et puis moi je l'ai vu le sien quelques semaines plus tard, quoi. Et puis au départ, on était un peu tous les 2 dans un mood, on veut rien de sérieux. Moi je sortais, d'une relation, hyper, compliquée, ça m'avait un peu traumatisée, des relations de couple, de la vie à 2 et tout et j'étais en mode, je suis célibataire pour la première fois de ma vie depuis que j'ai 16 ans donc j'ai bien l'intention d'en profiter. Donc au début, c'était vraiment: «Ouais, on habite loin, ça va rien donner». J'ai commencé à venir, sur des week-ends, après de plus en plus longtemps et puis au bout de, on s'est connus en juin 2023 et moi j'ai emménagé en août 2025. Donc vous avez emménagé, ensemble? Ouais et après à un moment la question s'est posée de qui allait passer la frontière Ouais. parce que bon voilà et il m'a demandé si moi j'étais prête à déménager en Suisse et moi j'avais pas d'attache particulière là où j'étais, donc j'ai dit: «Ouais, moi, à fond, ça me plaisait beaucoup ici», je lui disais à chaque fois quand je viens passer, 3-4 jours, j'ai l'impression d'avoir passé 15 jours de vacances quoi Mmh. donc Trop cool. et du coup, il me dit: «Bah, ça tombe bien parce que moi, j'ai pas envie de déménager en France» et donc voilà, les choses se sont faites un peu comme ça et bon, moi, ça a été aussi une décision un peu compliquée parce que, déménager ici, ça voulait dire aussi, fermer ma boîte parce que, Mmh. je me voyais pas faire, toutes mes missions, à distance. C'est pas comme ça que je voyais mon métier. Moi, j'aime être au contact des gens. Je faisais peu de choses en distanciel parce que j'aimais pas trop et cetera. Ça m'arrangeait bien parce que pendant plusieurs mois, ça m'a permis de venir ici et de travailler, depuis la Suisse. Mais moi, voilà, je veux voir les gens, je veux être dans les entreprises, faire du 100% télétravail, ça m'intéresse pas. Et puis, dans la même période, quand je venais passer du temps ici, alors Baptiste, mon conjoint, il a eu un accident de moto quand il avait 19 ans, donc il est paraplégique et du coup, il fait pas mal d'interventions dans des entreprises, dans des écoles et au début, moi, je l'accompagnais pour prendre des photos ou pour, la logistique ou des trucs comme ça. Ouais, ça m'a vraiment permis de voir que tu peux faire un métier qui a vraiment un sens, que ce soit pour toi ou même qui a un impact positif dans la société. Et moi, quand, j'ai fait mon burn-out et que je me suis direct lancée à mon compte, je me suis pas trop posé de questions parce que je me suis dit: «Bon, en fait, je sais faire que ça, donc de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Mmh. Je me lance à mon compte dans la com, quoi». Et j'avais suivi une formation, à cette époque-là parce que, même si la com, c'était mon métier, je savais pas comment me vendre. Tu vois? Je me suis dit: «Attends, là, c'est moi que je dois vendre, faut que je trouve des Ton clients, propre branding, ouais. Tu c'est sais le c'est faire pour les autres, c'est mais pas ouais, c'est pas la même chose, c'est pas quoi». la même chose. Et donc du coup, j'avais suivi une formation et dans cette formation, il y a une question qui a été, révélatrice, même si j'ai mis du temps pour, accepter ça, mais la question c'était un truc con, c'est juste, de quel sujet vous pouvez parler pendant des heures? Et c'est là que je me suis dit: «Mais en fait, ouais, bon, la com, j'aime bien, mais c'est pas non plus, Ta passion, c'est pas ma passion, ouais. quoi». Alors moi, je suis pas quelqu'un j'ai pas de passion où je vais m'investir, corps et âme dans un truc, mais je suis curieuse de tout, en fait. J'aime bien tester plein de choses, tu vois? Un jour, je vais faire de la couture, pendant 6 mois non-stop
Et puis après, je vais m'essayer, je pars à l'aquarelle, enfin, j'aime bien les trucs en loisirs créatifs, mais je suis pas comme certaines personnes qui vont être à fond et qui vont faire que ça, qui vont lire des livres, qui vont regarder 50 millions de vidéos, etc. Et toi, t'es touche à tout, Ouais, polyvalente. c'est ça. Ouais. Et du coup, je me suis dit: «Non, en fait, c'est pas ça» et puis c'est là que j'ai commencé à me dire: «En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est découvrir l'histoire des gens, c'est les questionner sur pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces choix-là». Un peu, tu sais, je me disais toujours: «Je suis un peu la psy du dimanche», tu vois? C'est que j'adore échanger avec les gens et puis, ouais, essayer de comprendre ce qui les a amenés là où ils en sont. Mais c'était hyper flou, je savais pas, tu vois? Je me suis dit: «Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme métier, de ça, quoi?» Enfin, et du coup, je me suis pas laissé l'opportunité de réfléchir à ça pour me dire comment est-ce que je peux transformer ça, j'en sais rien. J'étais un peu dans l'urgence de il faut que je travaille en fait. Et donc la suite logique c'était OK, je me lance à mon compte dans la com et puis basta. Et sauf que là, voyant ce que Baptiste faisait, de partager son parcours, son histoire, ce que ça lui a appris, parce que comme il a eu son accident à 19 ans, il y a eu beaucoup d'apprentissage derrière et puis de travail sur le rapport au corps, sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Il était ferblantier, il a son accident, tu peux plus faire ton métier et ça l'a obligé en fait à se repositionner sur tous les plans de sa vie en fait. Et je trouvais ça tellement intéressant, tellement riche et quand j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir, je me suis dit: «Mais en fait, c'est génial d'avoir un métier comme ça, quoi». Donc après, ça a commencé à germer un peu où je me suis dit: «Je trouve plus forcément de sens dans ce que je fais, quand je fais de la com». Surtout que, quand je me suis lancée à mon compte, je me suis dit: «Oh, j'ai envie de bosser que pour des boîtes, dans le social ou qui ont un impact positif sur la société. Je veux pas, être là pour, créer, des besoins, chez les gens qui ne l'ont pas, tu vois? Pour vendre plus de Ouais, produits dans ou la j'en sais rien». surconsommation. Ah non, c'était vraiment pas moi, mais après, le fait est que, C'est là où il y a le bah, plus de demandes. ouais, le domaine du social, l'associatif et tout, c'est pas là où ils ont du budget, quoi. Donc la réalité a fait que, j'ai dû bosser pour, des boîtes, dans des domaines différents, mais qui étaient pas forcément en phase avec ce que j'avais imaginé à la base. Mais il y a un moment, la réalité, c'est, tu dois payer tes factures. J'étais seule à ce moment-là parce que je m'étais séparée de mon conjoint. J'avais un appart, il fallait que je paye mes traites et puis, voilà, je voulais plus retourner dans le salariat. Donc, voilà et du coup, je suis allée de plus en plus souvent avec Baptiste pendant ses interventions et quand, il disait que j'étais sa copine, il y avait beaucoup de questions. Comment on s'est rencontrés? Est-ce qu'il avait, dit clairement qu'il était en chaise et cetera? Donc, il y avait plein de questions sur, comment est-ce que se construit une vie à 2 avec quelqu'un qui est en fauteuil roulant? Et puis comme on est hyper à l'aise sur tous les sujets, même, la sexualité, l'intimité, apparemment ça doit être assez rare quand même. Donc, en fait, il y avait plein de questions parce que tu vois que ça interroge en fait ce sujet-là. Et on s'est dit: «Il y a peut-être un truc à faire, ensemble, en fait». Et là, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est que, on essaie de lier à la fois, tout l'aspect sensibilisation sur le handicap parce qu'on est convaincus que, plus les gens seront sensibles à ce sujet-là, plus c'est quelque chose qui va devenir normal de prendre en compte, le handicap, physique, mais aussi tous les autres handicaps dans la société. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas encore, même s'il y a des adaptations et cetera, c'est pas encore hyper, normalisé. Ouais, Ça reste, intégré, ouais, voilà, de ça manière reste un truc, générale. à part, quoi. Puis c'est un truc, faut qu'on s'en occupe parce que voilà. Mais ouais, on essaie vraiment d'essayer de développer ça, chez les publics les plus jeunes et moi de participer alors, Baptiste il raconte son histoire et puis il y a beaucoup d'apprentissage à partager. On essaye de faire le lien aussi sur, on parle d'une différence, physique, qui se voit et cetera, mais en fait on peut rapporter ça à n'importe quelle, différence qui fait qu'on est une personne unique. Tu des goûts différents, tu peut-être, une culture différente et cetera et qu'il puisse se dire: «Lui, il a accepté sa différence, moi je peux aussi accepter la mienne» et faire en sorte qu'elle soit acceptée par les autres aussi. Et puis, moi, j'amène ce côté, voilà, comment c'est de vivre avec quelqu'un qui est en fauteuil parce que c'est de voir la personne avant le fauteuil, de pas voir que les limitations. Parce que c'est vrai que quand tu imagines un handicap, tu te dis: «Bon, en fait, ça va me limiter pour plein de choses» et de montrer, moi, j'aime bien parler de ça parce que depuis que je suis avec lui, je vois beaucoup plus de possibilités que ce que je pouvais avoir avant. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est de te dire: «Tu es avec quelqu'un qui a un handicap et pourtant je fais beaucoup plus de choses que j'aurais pu faire», on a été faire du pendule ensemble. Oh waouh! Heu, Jamais ça me serait venu à l'idée d'aller faire du pendule et Ouais. pourtant, on l'a fait, ensemble et tout et puis il y a eu un super élan collectif pour,
le préparer, l'amener sur le lieu où on a fait ce pendule parce que c'était en plein hiver, il y avait de la neige et tout. C'était où ça? Alors c'était pas si loin d'ici. Il faudrait que je retrouve dans les photos le lieu. Bon, normalement t'es censé faire une demande officielle, etc. Nous, c'était pas le cas, hein. OK. C'était, il a un groupe avec de personnes qui font de la grimpe, etc. Donc, il savait très bien comment faire, tu vois, organiser le truc. Mais, on n'avait pas vraiment le droit d'être là, quoi. Mais ouais, donc, c'est un truc super chouette qu'on développe ensemble. Et puis, ben, moi, j'ai aussi, je suis arrivée ici en me disant, je remets, ma vie professionnelle à plat. J'ai arrêté mes contrats avec mes partenaires, en France. Bah, ici, bon, il a fallu que je trouve fallait obtenir un permis de séjour, donc j'ai retrouvé un emploi salarié. Mais j'avais toujours en tête, de redévelopper quelque chose, de façon indépendante. Je savais pas encore exactement quoi. Bah, ça a déjà été une première approche de faire ces ateliers et puis ces interventions avec Baptiste. Et puis, j'ai aussi voulu, en arrivant seule un peu dans un nouveau pays, dans une nouvelle région, ben, c'est aussi le challenge de réussir à se faire ses propres contacts et puis se recréer un cercle amical. Et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint du coup le collectif, féministe Valais, parce que j'avais envie de m'entourer de personnes qui avaient les mêmes valeurs que moi ou en tout cas les mêmes aspirations. Et c'est effectivement ce que j'ai trouvé dans ce groupe-là, et ça fait beaucoup de bien. Et surtout, j'avais cette frustration de voir tout ce qui dysfonctionne dans ce système qui est sexiste, qui est patriarcal, etc. Je l'ai subi moi-même, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, etc. Et j'avais cette frustration de me dire, je subis le truc et je sais pas comment agir pour essayer de faire bouger les choses. Et le fait de rejoindre ce collectif, ça m'a permis de rencontrer des gens, mais ça me permet d'essayer de faire quelque chose de concret pour essayer de faire en sorte que les choses changent. Parce que voilà, le collectif, il est aussi actif sur beaucoup de sujets, etc. Et puis l'avantage, c'est que suivant les compétences et les aspirations et les envies de chacune, tu peux venir avec un projet et puis fais, tu vois, tu t'entoures de personnes qui sont motivées pour le faire avec toi et puis c'est génial, quoi. Mmh. Donc il y a cet aspect-là. Et puis moi, ça m'a aussi donné l'élan d'essayer de réfléchir à comment sensibiliser les hommes à ce sujet, tu vois, du patriarcat, où aujourd'hui, ça reste quand même, je pense, une minorité qui prend conscience de l'impact que ça a dans la vie des femmes, mais aussi dans la vie des hommes, et qui sont prêts à accepter de peut-être travailler sur eux, se questionner sur des comportements, etc., pour revenir à quelque chose d'un peu plus équitable. Mmh. Et moi, j'avais assisté, avec Baptiste, on avait été à une fresque du sexisme en France. C'est un atelier d'intelligence collective où en gros t'es une douzaine de personnes. T'as une animatrice, une facilitatrice qui a des jeux, des cartes, des animations, etc. Et puis le but, en fait, c'est de prendre conscience sur le sujet, en tout cas du sexisme, de l'impact que ça peut avoir du côté des femmes et du côté des hommes, et sur quel pan, en fait, de ta vie, tu vois, que ce soit sur le côté économique, tu vois, par exemple, les femmes vont peut-être prendre plus facilement le taxi pour rentrer chez elles le soir que de rentrer à pied. Donc ça a un impact aussi économique. Ouais. Enfin, vraiment de prendre conscience de ça. Et c'est suite à cette fresque parce qu'il y avait des hommes aussi qui y participaient, et c'était assez fou de voir que sur certains il y avait par exemple une partie où il y avait des petites bandes dessinées avec des situations qui étaient problématiques. Et les femmes, on était là, on s'offusquait, mais waouh, c'est inadmissible, machin. Enfin, pour nous, c'était évident ce qui n'allait pas. Et pour les mecs, pas forcément. Mmh. Et c'est là que tu te rends compte que on vit pas dans le même monde. Ouais, y a pas la même vision, Non, la même conscience c'est ça. des situations. Et en fait, je pense qu'on est beaucoup dans ce truc d'essayer de faire comprendre. Tu vois, on aimerait que les hommes comprennent ce que nous on vit, mais quand tu le vis pas, tu peux pas savoir. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a aussi, c'était d'être aussi en couple avec Baptiste, c'est que je suis pas dans son corps, je sais pas ce qu'il traverse, donc je peux pas comprendre. Et je pense que ça, c'est aussi valable pour ce public des hommes qui ne vit pas dans la même réalité que nous, c'est un fait. Moi, quand je parle de ça avec dans ma famille ou même avec Baptiste, ouais, mais en fait, moi, quand je sors le soir, alors moins depuis que je suis en Suisse parce que je me sens un peu plus en sécurité, mais quand je sortais le soir, même quand j'étais étudiante, etc., tu te dis: «Attends, est-ce que, ouais, je suis en jupe, je prends un pantalon avec moi pour me changer, ou est-ce que je prends une grosse parka pour pouvoir un peu me couvrir?» Et ça, c'est plein de petites choses, c'est une charge mentale aussi qui est énorme et que, eux ne comprennent pas.
Mmh. Ou de dire, moi la dernière fois j'ai eu cette conversation avec Baptiste, il me disait, bah, même tu vois d'être, derrière une femme le soir, dans la rue, de suivre une femme, alors c'est pas de la suivre, mais c'est juste d'être sur le même trottoir. Est-ce que potentiellement c'est quelque chose qui peut faire peur? Est-ce qu'il vaut mieux changer de trottoir? Est-ce que je vais aborder la personne pour lui dire: «Bah écoute, si tu te sens pas en sécurité, est-ce que je peux te raccompagner chez toi?» C'est plein de petites questions comme ça, qui font que, ils ont pas la même réalité. Et moi ça c'est un sujet qui m'intéresse énormément, de pouvoir essayer d'avoir un peu d'impact dans, la conscience, des hommes Ouais, par sur petites touches et puis, exact. par touches douces aussi, Oui, parce que bah, je quand pense il qu'il y en a va qui se sentent un peu au oppressés f des ouais, fois, de dire, «Not all men», du coup, comment ouais, aborder la chose, oui. assez, délicatement? Par petites touches, on essaie de faire comprendre et puis essayer que ce soit pas mal pris, Ouais, bah, c'est de pas mais toucher il y a l'ego, aussi, ouais, quoi. C'est l'ego, c'est ça, oui, mettre de côté son ego et ouais. être un peu empathique et Mmh. essayer de comprendre même si on n'est pas dans la même réalité comme tu as dit, Mais c'est justement de leur montrer, ouais, de montrer quel rôle ils peuvent jouer et puis juste d'essayer de créer un peu d'empathie, en fait. Parce que je Mmh. pense que c'est surtout là-dessus que ça va se jouer. C'est comment je me sens quand je sais que ma sœur ou ma copine ou, ma mère ou je ne sais quoi a déjà été, abordée dans la rue, que enfin, il y a des trucs qui se sont passés et cetera. Qu'est-ce que ça crée chez moi et qu'est-ce que, du coup, je peux modifier dans mon comportement pour que, ben, je sois jamais une personne qui ait forcé quelqu'un, à avoir, des rapports sexuels, par exemple, même dans le couple, tu vois? C'est un sujet qui est aussi, hyper tabou, mais les agressions, dans le cadre du couple, il y en a aussi et c'est des choses qu'on a beaucoup normalisées, où tu vois, tu as ton conjoint qui insiste un peu, tu cèdes, Ouais, c'est pas normal, c'est quoi. un viol et on a beaucoup de mal à mettre des mots là-dessus parce que tu estimes que c'est le couple, tu vois? Mmh. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à déconstruire à ce niveau-là et moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et sur lequel, ben, j'essaye aussi de voir quelles sont les structures qui sont existantes en Suisse, qui ont déjà travaillé sur le sujet et puis de pouvoir, co-construire quelque chose parce que moi, je me suis formée, l'année dernière pour, animer des ateliers d'intelligence collective. Donc pour faire cette facilitation, pour amener, des jeux, des choses un petit peu ludiques et cetera pour, sensibiliser sur des sujets. Donc, en entreprise ou bien de manière générale, Alors c'est quelque chose que je accessible peux à faire tous? de manière, indépendante du coup. Donc tu organises un événement puis c'est accessible à tous, du style sur inscription, des Oui. choses comme ça? C'est des choses soit, dans des entreprises, il y a une problématique particulière ou un sujet particulier. Bah, par exemple, comment intégrer une personne en situation de handicap, dans l'entreprise. Moi, je peux, travailler sur un déroulé, d'atelier sur, soit une demi-journée, une journée, 2 journées où, bah, l'idée, ça va être effectivement d'amener une part de sensibilisation, de se questionner sur, bah, comment est structurée l'entreprise, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer et cetera et tout ça avec, il y a plein d'outils qui existent, en intelligence collective pour faire en sorte de on dit toujours qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul et pendant ces ateliers, ça se voit, mais plus, quoi. Donc ouais, ça, c'est un peu les multiples projets sur lesquels, j'avance et puis, c'est hyper, chouette parce que moi, c'est mon objectif depuis, un certain nombre d'années, c'est vraiment de réussir à, m'épanouir, de trouver, en fait, qu'est-ce qui me stimule et qu'est-ce qui me fait du bien. Parce que pendant de très nombreuses années, c'est quelque chose que j'ai beaucoup laissé de côté. Mmh. J'étais beaucoup dans, faire plaisir aux autres, laisser mes besoins de côté et ça a créé beaucoup d'anxiété, de frustration et cetera et je pense que le fait de prendre la décision de pas vouloir d'enfants, ça a été le premier step de ce parcours-là, de me dire: «OK, les enfants, j'en veux pas, je me fais opérer et c'est un sujet qui est derrière moi» et après ça m'a enlevé un poids de me faire opérer. C'était une sorte de lâcher prise, Ouais ouais, et une charge, mentale en moins, ouais, je clairement. pense. Ouais et puis de se dire, c'est un choix assumé, Mmh. tu vois? Un choix C'est que tu fais pour toi. complètement Ouais. et ouais, ça a vraiment été, une des 1res, grandes décisions que j'ai pris pour moi en me disant: «Je me laisse pas influencer par mon entourage parce que sinon je l'aurais pas fait». Parce que beaucoup m'ont dit, bah, voilà, encore une fois, «Tu pas besoin d'aller jusque-là, tu peux juste te dire, tu veux pas d'enfant» et cetera. Mais moi, il y avait, bah, cette problématique de douleur et cetera que je me suis dit: «Je vais pas continuer à subir, ces douleurs alors que je peux avoir, une solution qui est définitive». Parce que moi, j'associais ces douleurs au stérilet. Donc je me suis dit: Non, je vais pas vivre comme ça, quoi».
Mmh. Et une fois que j'ai vu ce que ça m'a apporté de prendre cette décision, de m'écouter et de le faire sans prendre en considération, les inquiétudes et les peurs des autres, parce qu'en fait, quand tu discutes avec les gens, ils vont projeter sur toi leurs propres peurs, leurs propres insécurités, leurs propres questionnements de: «Ah mais en fait moi je me suis jamais posé la question de savoir si je voulais des enfants». Ouais, clairement. Et toi, tu le fais, donc en fait, tu vas être leur miroir et Mmh. donc ils vont dire: «Mais attends, si tu changes d'avis et cetera». C'est eux qui parlent, c'est pas tu vois, ça t'appartient pas. Mmh. Et ça, c'est un truc que j'essaie vraiment de m'appliquer, dans tous les domaines de vie. C'est je sais, je suis la seule qui peut savoir ce qui est bon pour moi et de quoi j'ai besoin et ce que les autres pensent aujourd'hui, c'est un truc qui m'importe vraiment pas, quoi. Ouais, donc tu as déjà beaucoup fait ce cheminement, ça a Oui, pris du temps, mais je oui, pense que ça prend du temps aussi, ouais. moi aussi j'arrive sur 30 ans et tu vois, j'ai encore Mmh. beaucoup de choses et j'en ai fait du parcours là ces dernières années, Mmh. mais À ouais, fond. prendre du recul aussi beaucoup Mmh. et ouais, vraiment réfléchir sur ce qui importe pour toi, Ouais. de manière générale, Mais c'est vrai qu'on nous apprend pas ça. ouais, C'est c'est beaucoup les souvent, autres, tu vois? C'est enfin, en tout mmh cas, je pense, ça dépend aussi dans quel milieu et dans quel environnement tu grandis. Mais, Et le regard des autres, oui, les notions de performance. En plus de nos jours, dans cette société qui va de plus en plus vite, tout qui est digitalisé, ouais, donc on a plus d'outils pour faire les choses plus oui, vite. C'est comme ça que ça crée plus d'anxiété, plus mmh, d'angoisse, et puis de moins en moins de sens, cette perte complètement. de sens, Ouais, j'imagine aussi. Donc c'est tous des trucs à reconstruire. ouais, Il y a eu beaucoup d'évolution, mais aussi beaucoup de d'anxiété ça a créé aussi mmh, cette technologie, cette perte de valeur, cette perte de repères peut-être, de symboles, les crises aussi, guerre, Covid, tout ça, oui, ces dernières années, c'était intense. ouais, 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 clairement. Donc après tout ça, Ouais, c'est prendre du pas recul, simple. c'est pas de trop, je pense, Ouais, mais ouais et puis j'ai l'impression qu'on la société, elle devient aussi de plus en plus individualiste, tu vois? On se replie beaucoup sur nous-mêmes et moi, ça, c'est un truc, avec lequel moi, j'aime les gens, tu vois? J'aime, découvrir, tu vois? Échanger et cetera et puis c'est vrai que tu te rends compte avec les enfin, je sais pas moi, des fois, j'observe, tu vois? Tu regardes des arrêts de bus ou des trucs comme ça, il y a plus personne qui se parle, tu vois? Tout le monde est collé sur son mmh. téléphone, D'où l'intérêt aussi de ces espaces qui se créent, ces oui, collectifs, ouais, et puis, faire un métier aussi peut-être plus social, oui. donc toi du coup t'es vendeuse dans une, boutique, tu m'as dit? Là, du coup, je suis à 50, chez Promode. C'était ce qui m'a Mmh. permis, d'avoir, mon permis de séjour. Là, j'ai le 20 chez ProVélo et puis là, ben, je vais faire ma demande pour avoir un statut d'indépendant parce que du coup, avec les mandats que j'ai, à Donc les terme, mandats, quand tu ton compagnon ou bien les mandats dans la il com? y a ça, il y a les mandats qu'on fait parce que là, avec Baptiste, on a signé un partenariat avec la Fondation Suisse pour paraplégiques OK. et du coup, eux, ils essayent de développer, des ateliers de sensibilisation en Suisse romande. Mmh. Parce qu'eux, ils sont vers, Lucerne et donc là, du coup, on va être mandatés par eux pour tout ce qui est atelier de sensibilisation dans les écoles et on leur a proposé des concepts aussi, pour les entreprises. Donc là, on va lancer ces mandats-là, donc ça, c'est des choses qu'on fera ensemble et après moi, de mon côté, bah, là, par exemple, j'ai, la salle de spectacle de Comté qui m'a contactée, bah, par le biais de la personne qui refuse des mandats, du coup, dont Ouais. je t'ai parlé. Elle bosse déjà avec la salle de Comté, mais elle pouvait pas faire plus et bah, il y avait un besoin pour développer, un service qu'ils proposent, donc il y a ça et puis voilà, donc là, ça vient doucement et moi, le but, c'est de pouvoir réussir à développer cette activité indépendante en faisant de plus en plus ces choses qui, sont importantes, pour moi, donc essayer de développer, ben, ces ateliers de sensibilisation pour les hommes, de pouvoir intervenir dans les écoles de plus en plus et cetera, le but après, c'est de pouvoir lâcher, mes contrats, salariés et de me consacrer vraiment à cette activité indépendante parce que je sens aussi que le fait d'être indépendante alors, il y a plein d'avantages, il y a aussi beaucoup d'inconvénients, mais je sens que c'est quand même quelque chose qui me correspond plus. Que le Parce salariat. que ouais, ça me donne, même si ça a un coût aussi, d'être, flexible, tu vois? De pouvoir, travailler quand toi, tu te sens aussi dans des bonnes dispositions. Alors c'est une organisation, c'est aussi, bah, parfois, au niveau, financier, ça a aussi un impact et cetera. Mais, je sais quand j'étais indépendante en France, ben, oui, il y avait des semaines où je pouvais ne pas travailler, puis j'allais chez mes parents, par exemple. Mais d'un autre côté, bah, pour compenser ça, bah, les semaines avant ou après, ben, tu travailles, 12 heures par jour, 7 jours sur 7, tu vois? Mmh. Et c'est vrai que ça, des fois, les gens, ils le comprennent pas forcément. C'est plus par vague, Ouais, c'est ça et puis, bah, tu vois, dans certaines activités, moi, je me suis un peu, fait avoir la première année, bah, les mois d'été, c'était mort, tu vois? Il y a Mmh. rien qui se passait et la première année, je me suis retrouvée là en me disant: «Mais en fait, j'ai pas de contrat pendant 2 mois». Ben, pareil, ça nécessite, de l'organisation
et puis, tu vois, on parlait du cycle et je pense que ça a aussi un méga impact. C'est, quand tu apprends à te connaître et que tu sais que la semaine, par exemple, avant tes règles, tu as des douleurs, tu es fatigué et cetera, en fait, tu organises aussi ton planning par rapport à ça. Ouais, c'est C'est que, clair. par exemple, tu vas pas te taper, 5 interventions de 8 heures par jour parce qu'en fait, tu vas pas être en mesure ou tu seras pas en pleine capacité pour le faire. Et c'est ça où, pour moi, le statut d'indépendant, il a son intérêt, en tout cas pour moi. C'est vraiment de pouvoir m'ajuster à mon énergie, à ce dont j'ai envie aussi. Moi, j'ai pas cette volonté de gagner un maximum de pognon, tu vois? Je suis pas du tout dans ce truc-là. Moi, je veux trouver un job où, j'ai l'impression de faire quelque chose qui sert et oui, en vivre évidemment pour que je puisse, avoir un confort, un certain confort de vie, mais pas un truc extravagant, je rêve pas d'une villa à 5 millions. Ouais, ni d'une voiture, de Ah sport non, ou non, autre, non, ouais, non, non. ouais. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir, avoir un équilibre parce qu'après un burn-out, je me dis: «Moi, plus jamais je veux me retrouver dans cette situation-là». Donc pour moi, c'est la manière la plus juste, de m'épanouir au niveau, professionnel et personnel, du coup. Ouais, c'est Donc ça qui te nourrit, de contribuer aussi au bien oui. collectif et puis, tu as fait du parcours. Ouais! Franchement, chapeau, respect, Merci. hein. Tu as fait du parcours, mais tu es sur la bonne voie du coup, Oui, là, c'est beaucoup de mise en place d'après ce que ouais, j'ai compris. Bon, si tu as ce nouveau mandat et ça fait pas longtemps avec ouais, ProVélo, ouais. du coup, on va peut-être se recroiser, mais c'est Bah oui, fou. non, non, Le c'est trop hasard fait bien. bien les choses. Ouais. Et puis ouais, de la mise en place, puis après trouver l'équilibre et puis comme Mmh. tu as dit, pouvoir, en vivre et puis, Mmh. s'organiser. Je pense que c'est beaucoup de discipline aussi, bah ouais, d'être freelance. Oui. Je te comprends aussi Mmh. à ce niveau-là. L'agenda, est Ouais. utilisé, est C'est amorti. ça, c'est clair, ouais, C'est ouais, ouais. agendé. Même pour les loisirs, moi c'est agendé, à la minute. Mmh. Ouais, mais il faut parce que Tu es sinon, obligé, ouais. Mais par contre, c'est vrai que autant, tu vois, quand j'étais en France, que je discutais avec des copines, bon après pareil, tu vois, c'est ça aussi où ça n'engage que moi. J'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille, enfin si, j'ai de la famille évidemment, mais je veux dire, les choix que je fais n'ont un impact que sur moi ou sur mon conjoint, tu vois? Forcément quand, tu te dis: «Ben, je vais changer de job ou je vais devenir indépendant et cetera», donc ça veut dire que je vais aussi avoir une variation de revenus et ça, moi, je suis prête l'assumer, à l'assumer, mais je suis prête à l'assumer parce que je sais que j'arriverai toujours à me débrouiller pour m'en sortir. J'ai toujours, essayé de faire, ce que je pouvais. Mais voilà, l'impact, il est différent, je pense, quand, tu as, une charge, tu vois, quand tu as des enfants, que tu as une maison à payer, et cetera. Ou, si tu as une baisse de revenus, ça va avoir un impact sur la qualité de vie de la famille. Tu fais peut-être pas les mêmes choix, tu prends pas les mêmes risques, tu vois? Alors, il y en a certainement qui le font, mais je comprends aussi que quand, par exemple, moi, j'étais indépendante en France et que je discutais avec des gens qui avaient des enfants, quand je disais, «Moi, j'ai de la visibilité financière sur 3 mois», eux, ils me disaient: «Ouais, non, mais nous, on peut pas vivre comme ça, quoi». Ouais, parce que tu as la responsabilité en Oui, plus d'une autre personne, c'est peut-être, ça. Mais en tout cas, ouais, je me verrais pas faire, différemment, tu vois? Et c'est là aussi que ce truc de pas avoir envie, tu vois? Ouais, de pas avoir envie que quelqu'un d'autre puisse, orienter mes choix. C'est là, alors oui, je suis en couple et on discute des choses ensemble, mais je suis partie faire ma formation l'année dernière, en France, c'était à Marseille. J'allais 2 jours par mois à Marseille. Je lui ai dit: «Je vais faire cette formation, c'est pas, je te demande pas l'autorisation», tu vois? Donc ouais, je pense que quand t'as aussi une famille, tu fais les choses, tu réfléchis différemment parce que, tes priorités sont pas les mêmes et cetera. Mais je me verrais pas, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est faire les choses pour moi. Mais je pense aussi parce que j'ai beaucoup fait des choses pour les autres avant et que maintenant Tu commences le à temps passe et ouais et puis tu te dis, le fait d'être aussi, en couple avec, Baptiste, ça te fait aussi relativiser sur le fait que ta vie, elle peut basculer du jour au lendemain, quoi. Et ça, on a beau tous se le dire, mais concrètement, qu'est-ce que ça a comme impact dans ta vie? Si moi on a eu, beaucoup de personnes dans ma famille qui ont été malades, tu vois? Et des personnes qui sont parties trop tôt. Donc j'ai un peu grandi avec ce truc de, tu sais pas demain si tu encore là, tu vois? Tu sais pas si demain on va pas te dire que dans 3 mois, tu plus là, tu vois? Et je pense que ça te donne aussi cet élan d'essayer de faire en sorte que, ça c'est un truc que je travaille aussi avec ma psy d'ailleurs, hein, mais sur le fait de se dire, peut-être que, on va me dire que dans 6 mois je suis plus là, tu vois? Ça change ta Ça perspective, change la perspective, ouais, parce que tu te dis: «S'il me reste que, un temps donné, est-ce que la vie que j'ai maintenant,
elle me satisfait? Est-ce que je ne changerais rien pendant ces 6 mois-là? Est-ce que je vivrais la même vie? Et est-ce que j'en serais satisfaite? Et est-ce que je partirais en étant épanouie et en ayant le sentiment d'avoir accompli ce que j'avais envie de faire? Alors je dis pas, tu vas pas pouvoir, t'as des rêves et d'essayer de les réaliser, c'est génial, mais aussi déjà dans ton quotidien. Ça passe aussi par des petites choses du quotidien, c'est réussir à prendre du temps pour toi, de pas être tout le temps dans la frustration, parce que, en fait, tu fais, mais tu vis pas. Ouais, essayer d'avoir un équilibre quotidien plutôt que d'être toujours dans l'attente. Oui, dire ouais, quand je serai à la retraite ou quand je serai en Oui, j'aurai du temps vacances. de prendre soin j'aurai du temps de prendre Et soin de moi. ouais. On aura la retraite pour se reposer. Ouais, mais Ça. quand tu vois les gens, bon alors malheureusement, des fois, il y en a qui, arrivent à la retraite et tu en as des fois qui décompensent et puis, qui tombent malades ou Ouais. qui décèdent et cetera, et c'est encore une fois la preuve qu'il faut pas attendre. La vie, elle passe et encore une fois, tu vois, Baptiste, il était parti faire le tour de Suisse en moto avec ses potes, au Bouvray, il s'est retrouvé, dans l'eau, tu vois, paralysé, et ça va vite, tu vois? Donc je pense que c'est important de trouver un équilibre, ou en tout cas de sentir d'essayer de faire en sorte qu'à la fin de la journée, c'est est-ce que je suis satisfait de la vie que j'ai, tu vois? Ça me fait penser à un article là qui est sorti il y a pas longtemps sur un homme qui a travaillé 17 ans sans prendre 2 jours de vacances et il est décédé juste avant sa retraite. C'est chaud, hein? Ouais. Oui, et puis je pense que c'est un peu Un médecin. Donc, Ah ouais? Ouais. Oui, mais Travail. j'avais vu passer Ouais, aussi ce truc-là. c'était il y a pas longtemps, semaine dernière, Ouais. quelques semaines. Après, je pense chacun trouve un peu son épanouissement là où il veut, tu vois, il y a pas de jugement à avoir là-dessus. Mais c'est bien de des fois prendre du recul, faire un point et se poser et puis se dire ouais, comme t'as dit, est-ce que maintenant mes actes sont alignés avec mes valeurs? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Ouais. Les psys, ça aide à faire ce recul. Mais oui, totalement. Ça revient. Totalement. Mais c'est clairement ça. Et Et les collectifs aussi, j'imagine, oui. c'est aussi un changement de perspective. Tu prends contact avec des gens qui sont aussi alignés avec ces valeurs. Je pense beaucoup aux valeurs d'inclusivité et d'ouverture d'esprit avec le collectif Femmes Ballet et tout. Ça a une importance aussi de créer du lien, faire des contacts, même avec ce podcast. À chaque fois, je dis, c'est des super rencontres. Et puis, j'aimerais beaucoup garder contact. Ouais. Parce que, la question aussi, du coup, c'était plutôt avec les femmes célibataires, mais quand tu seras vieille, qui s'occupera de toi? Au moins, on aura des contacts. Exactement. On sera là, on s'appelle. Tu te souviens, le podcast? Et Au c'est pire, ça. tu vois. Et puis c'est un sujet commun, tu vois, enfin, ou des réflexions en tout cas communes qui t'amènent en fait à entrer en lien avec des personnes sur un sujet, et puis après tu te rends compte que dans les échanges il y a d'autres choses, etc. Et puis tu trouves d'autres points communs aussi. Il y a souvent ce point commun de l'âme créative aussi dans pas mal de rencontres que j'ai eues. Puis là, on s'est trouvé un point commun avec le vélo. Enfin, du coup, c'est la communication, c'est un peu des métiers créatifs aussi. Donc, voilà, faut pas créer des clichés et coller des étiquettes, mais c'est toujours des rencontres intéressantes. Clairement, Ça vaut toujours le coup de découvrir aussi des histoires singulières, des récits différents. Et puis, tellement riches, je trouve, tellement riches. Et qui méritent d'être entendus aussi. Et j'ai un ami qui m'a dit qu'il avait écouté 1 ou 2 épisodes du podcast. Enfin, il m'a dit même en tant qu'homme, même si je me sens pas totalement concernée, c'est hyper intéressant. Et je me suis dit mais j'espère que j'ai un public masculin aussi. Et puis il y avait aussi cette idée de bon, c'est quand même plus centré sur le récit des femmes. Mais ce serait intéressant d'avoir une fois un point de vue masculin, parce que les hommes aussi, ils ont un peu plus de peine des fois à s'exprimer sur ces sujets. Mais qu'est-ce qu'un homme? Je pense à un homme plus âgé, qui est déjà bien avancé dans sa vie, qui aurait un recul sur aussi lui, comment il a vécu son parcours sans enfant, comparer aussi les pressions ou pas qu'il aurait subies. Mais c'est intéressant d'avoir différents points de vue aussi. Et puis tout ça pour dire, ça permet aussi de faire des rencontres et ce collectif et tout, mais franchement, respect pour tout ton parcours. Et puis, merci. C'est trop bien, franchement, c'est hyper riche. Et je pense que t'es sur la bonne voie à fond.
Ouais, envie j'espère. d'entendre des Ouais. nouvelles de tes projets et tout. Ouais, bah, ça fait Je ça t'encourage à fait du fond. bien et puis, bah, c'est cool aussi, tu vois? Même toi dans ce que tu fais, tu vois? Que tu puisses, ben, porter un peu, nos voix, tu vois? Et puis mettre en lumière un peu ces parcours juste pour, montrer que, ben, tu peux ne pas vouloir et ne pas avoir, d'enfants et en fait, réussir à t'épanouir sur plein d'autres choses. Et puis je trouve c'est cool aussi d'avoir, une diversité de profils qui montre aussi que justement, même s'il y a des points communs, bah, ça reste des parcours différents, c'est des réflexions différentes qui nous ont amenés nous à nous poser des questions, tu vois? C'est est-ce que toi, tu vois, tu depuis toujours, tu t'es dit que tu voulais pas d'enfant? Moi, il y a eu une période où je me disais que oui et puis finalement non. Peut-être que, bah, il y a aussi c'est un autre, sujet, mais ça reste un sujet aussi, c'est le regret, tu vois, d'être, parent. Mmh. Ça, c'est encore autre chose, tu vois? Mais c'est vrai que ça montre aussi que c'est pas une catégorie de personnes, c'est pas un truc, niche, qui concerne que, une catégorie de personnes, qui ne voudraient pas d'enfants. C'est qu'en fait, ça peut toucher, tout le monde Ouais, qu'il y a et pas une étiquette, ouais, voilà, la femme sans enfant, c'est le ça. cliché, alors soit c'est, féministe extrémiste, Oui, ou oui, alors, la femme à chat, c'est qui ça. n'a jamais trouvé personne et Mmh. qu'on plaint et qu'on Mmh. dit: «Oh mais la pauvre!» Ouais, et en fait, peut-être qu'elle est super heureuse avec ses chats, tu vois? mais Aussi, clairement, genre, clairement on et se fait tellement puis d'idées préconçues, donc ouais, c'est ouais, intéressant d'avoir, mmh, la voix qui s'exprime aussi oui. sur ça. Et puis je trouve c'est chouette de pouvoir aussi se rendre compte que, tu trouves des autres projets, des autres, sujets et que, je pense ça c'est aussi important, ce que je disais tout à l'heure, c'est de garder en tête que les gens qui vont te donner un avis ou qui vont vouloir te conseiller sur ce sujet-là, ça va juste être, le reflet de ce que eux ils ont à l'intérieur d'eux, tu vois? Mmh. Et je pense que c'est hyper important quand on est confronté à des gens qui ont des manières de penser différentes et cetera, de pas vouloir être absolument dans «je veux te convaincre», c'est juste accepte, ouvre-toi même à ce que, tu vois, l'autre peut t'apporter dans sa réflexion, tout en respectant les choix de chacun. Tu vois, moi je respecte les gens qui ont des enfants évidemment, je respecte les personnes qui n'en veulent pas et comme je respecte celles qui pourraient me dire que, elles le regrettent, tu vois? Mmh. C'est juste des échanges de points de vue et le but c'est pas de se convaincre les uns les autres, c'est juste de s'ouvrir l'esprit sur, une autre manière de faire et d'être aussi. Ouais, exactement. Qu'on est tous multifacettes et qu'il y a pas Mmh. juste, la mère, la carriériste, Mmh. tu vois? Les étiquettes un peu Ouais, on aime bien. Je disais mettre ça les hier gens dans aussi, les je disais ça, on mmh. aime bien étiqueter. Les gens, ils aiment bien mettre dans des cases. C'est Bah, plus c'est facile rassurant. aussi, ouais, ça rassure, mais on est tellement plus que ça, quoi. Ouais. On confronte aussi, je pense, les gens dans leur propre, oui, Insécurité, leurs propres trucs pas résolus. ouais. Les psys du dimanche, le retour. Ouais. Mais c'est tellement ça, c'est vrai que ça te le fait de faire ce travail-là, après enfin moi c'est un truc que j'adore faire, tu vois? C'est, comme je disais, discuter avec les gens et puis essayer de comprendre et puis, bah, tu vois, juste se dire, est-ce que tu fais les choses pour toi ou est-ce que tu les fais parce que la société, parce que ta famille, parce que la pression, parce que machin, tu vois? Ouais, puis comme toi, tu réfléchi sur toi, t'as fait le travail sur toi, bah, forcément, si ça t'apporte du positif, t'as envie aussi que les autres fassent ce chemin. Et du coup, des fois, c'est frustrant de se dire, mais elle pourrait Mmh. prendre du recul, elle pourrait voir les choses autrement. Mmh. Et c'est tout un travail. Et je sais que c'est la personne qui doit le faire. Et du coup, t'es là, mais j'aimerais t'aider, mais je suis pas ta Oui, psy. Enfin, je peux pas être ta psy, puisque ouais. aussi, ben, t'es pas psy, puis Mmh. t'es proche de la personne. Donc Mmh. là, ben, c'est que la personne elle-même qui peut faire le travail. Et puis, on peut que nous essayer de planter deux, trois petites graines. Et C'est ça, puis, après, c'est à exactement. la personne de faire germer, quoi. De faire ça et puis mais c'est vrai que je te rejoins complètement sur c'est frustrant et cetera parce que le nombre de fois, tu vois, où je suis confrontée, à des personnes qui me parlent un peu de leur vie et cetera, des trucs, tu sais, hyper légers et simples et moi j'ai envie de tu sais, de les questionner et puis tu vois, de rentrer dans un truc, hyper profond, tu vois, pour, dire: «Oui, mais, en fait, si tu fais ça, est-ce que c'est vraiment parce que tu as envie?» et cetera. Mais voilà, ça c'est aussi un truc que j'ai appris, c'est que moi j'avais tendance à être un peu en mode bulldozer, tu vois? C'est à absolument amener les gens dans la profondeur et dans les questionnements et cetera. Et en fait, même si moi c'est quelque chose que j'aime faire et c'est des discussions que j'aime avoir, mais en fait, tout le monde n'est pas prêt ou n'a pas envie de ça. Et puis de respecter aussi, les envies et puis les étapes où en sont les gens, en fait. Mmh. Ouais, la phase de vie dans Pas les laquelle elle est, bousculer, des fois, ouais. ils sont pas prêts et puis, Ouais.
faut être patient, voilà, chacun fait son petit bout de chemin. C'est ça. Donc ouais, chacun avance à son rythme et puis après, il y a des personnes qui juste, seront peut-être jamais prêts et puis, après, en fait, c'est de se détacher de ça et de se dire: «Voilà, c'est pas ma responsabilité, en fait, c'est pas ma vie. Moi, je travaille pour moi, en fait. Le but, c'est d'être heureux et heureuse, d'avancer sur les sujets qui sont importants pour toi. Après, les autres, tu peux les amener. Tu vois, moi, il y a des personnes à qui je dis depuis des années que ça ferait le plus grand bien d'aller voir un psy parce qu'ils ont plein de trucs à régler et que voilà, ça se voit dans le quotidien, dans les comportements, les réactions, etc. Mais la personne le fait pas, elle le fait pas. C'est c'est pas ma responsabilité. Moi, j'ai amené le truc. Chacun le fait quand il estime que c'est juste pour lui, quoi. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément facile d'être confronté à des personnes qui peuvent souffrir de Ouais, c'est certaines ça. choses, en fait, de vieux traumas d'enfance, qui ont encore des impacts, vraiment dans le quotidien et tout. Tu dis: «Mais en fait, ce serait tellement plus simple si ce travail, pouvait se faire avec, une psy», mais en fait, il y a un blocage et cetera et ça, Ouais, toi, tu c'est le vois propre à de chacun. l'extérieur, mais Oui, l'intérieur, c'est pas pareil, c'est pas facile, des oui, fois. Des fois, faut mettre de côté son ego, des fois. exactement, c'est Ouais. clair. Mais ouais, trop intéressant. Merci beaucoup. Bah, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si tu as un message à faire passer, à l'audience, j'allais dire à l'humanité, mais on verra mon audience à ce moment-là. Non, je pense, bon, c'est un truc que j'ai déjà dit, mais c'est de s'écouter et c'est vraiment ça le plus important. C'est, de garder en tête que, il y a vraiment que nous pour, être en mesure de savoir de quoi on a besoin et envie. De se détacher, en fait, de l'avis des autres. Encore une fois, en prenant en compte le fait que, dans les discussions, quand, on peut avoir, cette envie de partager, ce non-désir d'enfant et cetera à des proches, à des amis et tout, de bien garder en tête que leur réaction, ça va être, le reflet de leurs propres peurs, de leurs propres insécurités et de se dire: voilà, est-ce que j'en parle ou je pose la question parce que j'ai besoin d'être rassurée, parce que je suis pas forcément sûre de mon choix ou je sais pas et de se dire: «Est-ce que c'est les bonnes personnes?» Ouais, d'être à l'écoute de soi en prenant en compte que les autres, ont aussi leurs propres, encore une fois, leurs propres peurs, leurs propres insécurités et que, ça peut influencer positivement ou négativement, ce choix. Soit on se laisse influencer ou pas, mais de se dire, voilà, si c'est une envie profonde, de respecter ça et puis de s'honorer aussi parce que c'est quelque chose qui peut te suivre jusqu'à la fin de ta vie, tu vois? Si tu t'écoutes pas et que tu dis: en fait, je suis avec quelqu'un qui veut un enfant et puis, en fait, peut-être que, quand j'en aurai un, ça va déclencher quelque chose chez moi. J'ai pas l'envie pour l'instant, mais quand je l'aurai, peut-être que ça va déclencher, cet instinct maternel ou je ne sais quoi. Mais après, c'est un truc que tu dois assumer, pour le reste de ta vie, quoi. Donc, Ouais. c'est, je pense, vraiment, se questionner soi-même. Je pense que ça reste quand même un choix qui est très personnel. Moi, j'avais cette crainte aussi de me dire: voilà, tout dépend de la personne avec qui je suis. Peut-être que ça va alors c'est sûr que c'est dans une relation qui est safe, dans laquelle, tu te sens bien, avec qui, tu vois, c'est je sais pas, ton conjoint, c'est quelqu'un qui est, à l'aise avec ses émotions, tu vois? Enfin, plein de choses comme ça où tu te dis: «Bon, la vie familiale tu peux l'envisager», tu vois? Mais si au fond de toi, c'est pas un désir que t'as, je sais pas si c'est un risque à prendre, tu vois? Ouais. Ça peut vite, je pense, faire changer d'avis parce que tu te dis: «Ah, je me sens bien avec lui, je me projette bien» et cetera. Je sais pas ce qui peut vraiment influencer, tu vois? C'est déjà comment tu te sens au contact, des enfants, tu vois? Moi, je sais que j'ai des copines, qui ont des enfants. À chaque fois qu'il y avait un bébé, elles étaient là, au taquet, tu vois? Ouais, tout attendri. Ouais, c'est ça. Alors que alors des fois, c'est peut-être un beaucoup, mais t'as une poussette avec un bébé et puis un chien à côté, moi je vais aller vers le chien, Ouais. tu vois? Donc Ouais, moi, je suis un c'était peu pareil, les enfants, je les tolère, quoi. Je mmh, suis pas fan. Souvent, mmh, c'est eux qui m'aiment bien, d'ailleurs. ouais. Un peu l'aimant qui Oui, 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 oui. mais ouais, on tolère, mais pas Mmh, plus d'affinité, ouais, autre, quoi, donc donc ouais, c'est s'écouter, oui, ouais, c'est le s'écouter. c'est le mot. Ouais, c'est, je pense, la base de la vie pour le quotidien aussi. Mmh.
Et là, sur tous les plans, ouais. Ouais. Bah, merci beaucoup, c'était Merci à toi, c'était trop chouette. intéressant. C'était vraiment cool de partager tout ça et puis, Ça de fait du bien de poser aussi ça quelque part, j'imagine. oui. Ouais, c'est vrai que depuis que je me suis fait opérer, c'est plus forcément un truc qui est beaucoup revenu que après, sauf là, quand, je suis arrivée dans la région et puis que j'ai rencontré l'entourage de mon conjoint, c'est un truc, pareil, tu sais, tu l'âge, alors, du coup, les gens, Ils posent te la posent la question. question, tu vois? Mais je trouve que c'est intéressant aussi de revenir sur, le parcours avant, de revenir aussi sur ce qui m'a permis de juste, me poser les bonnes questions, tu vois? Ça fait du bien aussi de se remettre dans ce truc-là parce que j'avais aussi tendance à me dire, tu vois, quand je réfléchissais aussi sur le plan professionnel, c'était, tu vois, en gros, essayer de faire évoluer un petit peu les mentalités chez les hommes et cetera. Je me dis: «Ouais, mais en fait, il faut qu'ils fassent une thérapie», tu vois? Je veux dire, après, il y a pas de secret, et d'un autre côté, je me suis dit, moi, quand, j'ai réalisé que je voulais pas d'enfant, ça m'a pas pris le temps d'une thérapie. C'est juste, les bons messages au bon moment, les bonnes formulations de phrases et cetera où, je me retrouvais dans quelque chose et je me disais: «Ouais, mais en fait, moi, j'ai un peu les mêmes questionnements et tout» et en fait, c'est quelque chose qui peut aller vite, tu vois? Ouais. Juste de dire que c'est possible de faire différemment. Ouais, se poser et puis prendre le temps, prendre l'espace et puis Oui, voilà. trop bien. Ben, merci beaucoup Avec un grand plaisir, d'avoir en tout cas. partagé tout ça et puis on reste en contact, j'espère. J'ai Oui. bien envie de savoir comment vont évoluer tes projets. Ouais, à fond, avec Puis, je grand te souhaite plaisir, ouais. tout bon, en tout cas, tu salueras bien ton compagnon Oui Baptiste. et puis, toi aussi, moi, j'hésiterai pas si je vois des choses passer, qui pourraient éventuellement peut-être, t'intéresser, si c'est de la com ou du graphisme, Bah, volontiers, si, ouais. ouais. On reste en contact et puis Oui. bon à toi. Merci, à toi aussi. Merci, merci. Merci infiniment à Marlène de nous avoir partagé son témoignage inspirant. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le commenter et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Ni mer ni moins.